Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans ce podcast qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail au quotidien. Vous le savez, chaque année, on part sur les routes virtuelles de l'édition en France de comics pour vous faire notre traditionnelle série de bilans et perspectives dédiée cette fois-ci donc au duo 2024-2025. Je crois que ce sont des formats que vous appréciez d'autant plus quand certains intervenants sont particulièrement écoutés. Et on a le plaisir de retrouver une nouvelle fois dans ce podcast Monsieur Sullivan Rouault, directeur de collection des éditions iComics. Salut Sullivan, comment tu vas? Coucou Arnaud, ça va? Ça va bien? Et toi? Bah moi écoute, ça va très bien, comme tu vois, je suis jouasse, motivé, je suis on ne peut plus. Vrai, malgré l'heure tardive et tout, je te trouve très patate là. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il y avait dans mes sushis avant. C'est pour ça. Non, passage obligé, comme on le disait dans une précédente version de ce podcast, qui ne verra hélas pas le jour pour nos auditeurs et auditrices. Mais mais en fait, on a l'habitude de se causer à intervalles réguliers, généralement au moins une fois par an pour faire un petit peu le point. Et justement, on va parler un petit peu de iComics en 2024. La première question, je commence toujours de toute façon par la même, il n'y a pas de changement là-dessus. Quel est ton bilan, ton ressenti sur l'année écoulée du côté de iComics? La question change pas, mais la réponse est toujours aussi dure à trouver. Quel est mon bilan? Il est un peu mitigé cette année, mais on va revenir point par point sur les différentes choses qu'on émaillé l'année de iComics et iGraphics, n'est-ce pas? Tout à fait, pardon. Parce que justement, iGraphics, qui est notre mini-label de roman graphique, a été inauguré cette année avec It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Dorogood, et puis on a eu Kali, puis Dawn Runner, là, en fin d'année tout récemment, qui sont 3 titres qui ont trouvé leur public, qui sont largement au-delà des standards de vente des comics VF en général, donc je suis hyper content, enfin, comment ne pas l'être, face à ça. Quelques remous sur les tortues qui me chagrinent évidemment vu la relation très particulière que j'ai à la licence depuis la création de iComics il y a 3 vies de ça, et à la fois une année qui est passée hyper vite, vraiment je sais pas si c'est le fait de vieillir ou quoi, je viens de fêter 36 ans là, mais l'année est passée comme 3 semaines pour moi, c'est terrible. Là c'est re-Angoulême, j'ai l'impression qu'on y était vraiment le mois dernier, enfin tu vois, c'est assez dingue, et je sais pas ce qui fait ça. Il paraît que le fait d'avoir des enfants accélère encore ça, et tu vois, mon fils a déjà 5 ans, ce qui me semble complètement fou, puisque je me souviens encore de ce même podcast qu'on faisait quand il venait de naître. Et ouais, bilan. Après, c'était une petite année pour nous aussi, paradoxalement. Moins de titres. Je crois que c'est l'année où on a eu le moins de titres, historiquement, dans au line-up, quoi. On a fait moins de 15 titres, je pense. Un peu de republication de Lock and Key dans cette fameuse Master Edition et de ça, mais forcément, c'est pas un secret, j'ai Mangetsu à côté. Donc, et sur Mangetsu, j'ai sorti 120 mangas cette année. Donc, le ratio, il est un peu déséquilibré, quoi. Et en même temps, hyper fier vraiment d'avoir pu bâtir iGraphics, It's Lonely et Dawn Runner en particulier, mais Kali, qui est un titre que j'avais depuis longtemps au catalogue et que je voulais publier depuis longtemps aussi. Évidemment, la seule différence, c'est que je connais pas les auteurs, alors que Zoé, Ram et Evan sont des amis, quoi. Vraiment, je me rappelle Angoulême l'année dernière avec Zoé, justement, c'était super. Et puis toute la tournée qui a précédé ou je sais plus à quel moment on est allé. Qui accompagnait, quoi, en gros. Je me souviens plus. C'était en même temps qu'on a fait la tournée à Angoulême, Je pense que c'était un peu avant et que c'était un point de chute Angoulême. Mais ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Ouais. Ça c'est une autre preuve qu'on devient vieux aussi, tu vois. C'est il nous manque des souvenirs de trucs qui sont passés il y a 12 mois. Ah ouais, moi je suis très très nul là-dessus. Je pense que je suis un candidat idéal pour Alzheimer. Vraiment, testez-moi s'il vous plaît, parce que c'est possible que je sois déjà un peu malade, quoi. Vraiment, je me souviens de rien, c'est dramatique. Mais j'ai quand même ce souvenir d'Angoulême. Notamment aussi de Will McPhail et au-dedans, et encore une fois cette année je vais saucer Nico qui là vient de gagner le prix Fnac France Inter, mais voilà, avec ce truc, cette évidence là des 2 bouquins qui sortent en même temps, qui évidemment étaient pas mal comparés, parce que c'est 2 exercices d'introspection quand même évidents de la part de leurs auteurs britanniques qui sont de la même région, lui est de Manchester, elle de Bradford, c'est genre 50 bornes, quoi. Et ouais, ça a été une année, après on en parlera à un autre moment dans le podcast, je crois, mais sur le plan perso, au sein de l'entreprise entre guillemets, tout ça, ça a été une année aussi pleine de remous et de questionnements et autres. Donc je pense que ça a contribué à ce que ça passe plus vite. Mais là je suis content, je viens de boucler The New World ce matin.
Et je suis comme un enfant qui publie son premier indé. Ça m'a rappelé les mêmes sensations que des The Few à l'époque et tout. Surtout que c'est un bouquin qui a une histoire particulière parce qu'en fait j'ai essayé de le publier il y a 5 ans quand c'était pas moi qui décidais et on me l'a pas autorisé et j'ai eu très peur après qu'il parte ailleurs. Je l'ai même proposé à d'autres endroits, notamment chez Bubble, je pense qu'on peut le dire, il y a prescription, et finalement il est revenu chez iComics à un moment donné où je me suis dit allez, tu sais quoi, faut que je le fasse parce que quand même Tradmo, il s'est passé quelque chose avec Panini et tout ça et c'est top. Et voilà, j'ai un peu l'impression que ça ferme mon année 2024 mais pour d'autres raisons. Mais que il y a ce truc là de The New World qui arrive, dont je suis vraiment très fier, Post Americana qui va sortir là dans quelques jours, et je vois pas ça comme une coupure nette entre 24 et 25. Évidemment, pour moi c'est une sorte de continuité, et je suis content de ça, ce petit format 1D one shot et tout, ça me plaît bien. Et la semaine prochaine c'est Angoulême déjà encore, et il y a Ken Nimura qui sera là, il y a Evan Kagel qui sera là et tout, donc c'est une forme de train-train et de routine presque, mais qui est plutôt cool dans les faits, donc je m'en contente. Et après, on va reparler tout à l'heure de la shitstorm TMNT intégrale, j'imagine, puisque ça a été une partie intégrante de mon année et de quelques choix importants que j'ai eu à faire. Mais bon, ça, évidemment, qui fait mal, qui fait chier, quoi. Les deux, ça m'a fait mal, personnellement. Et ça m'a fait chier. Parce qu'en plus, ouais, il y a un peu d'amertume, et tu vois, quand tu sens démuni face à une situation, c'est toujours plus emmerdant. Et surtout, après, c'est autant battu pour les tortues. Après, sûrement que j'aurais pu faire des choses beaucoup mieux dans cette histoire. Mais voilà, c'est aussi la vie, et voilà, c'était mon année 2024 chez iComics. Très bien. Bah ouais, on peut reprendre un peu les choses dans l'ordre. C'est vrai que on avait commencé. Après, je veux pas refaire, parce qu'il y a des choses qu'on s'était déjà dites, vu qu'on avait enregistré en janvier 2024, qu'on avait déjà un peu abordé sur It's Lonely, sur certaines choses qu'on abordait, mais comparativement peut-être, enfin avec le recul maintenant, sur effectivement le fait que à l'heure où ce podcast sera sorti, je pense que j'aurais sorti mon top de l'année, que j'aurais pu faire avec GFK. Que je ne connais pas. Qui est mais qui est que en fait. Tu veux pas le balancer dans le podcast? C'est pas, non, c'est pas ça, mais c'est que, en fait, dans le top 35, je crois que c'est, le top des ventes GFK, ouais, GFK, oui, pardon. Okay. En fait, t'as quand même 2 de ces 3 indés qui se sont classés dedans, ouais. Donc, Dawnrunner, vrai succès, donc c'est cool. Ouais. Mais c'était ma question, c'était, est-ce que tu disais alors que cette intuition, un peu comme Nicolas le disait d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait il y a pas longtemps, de dire qu'au final, de faire iGraphics, c'était vraiment le bon move, parce qu'on se rappelle quand même que t'avais pendant pas mal d'années ces velléités à dire merci de me mettre dans la sauce. Alors non, mais je peux faire papy zinzin un peu, genre non, la comics c'est un format, ça se garde dans ce format-là, et donc alors c'est vrai que le It's Lonely, on en reparlera aussi un petit peu, juste qui était pas aussi grand ou aussi différent de ça de tes autres productions. Ouais. Par contre, effectivement, le Dawnrunner, c'est un plus grand format. Et puis changer la DA dans l'ensemble, mais voilà, que tu sortais. C'est pas tant le format que la DA. Hein. Pour moi, c'est vraiment le fait de sortir de ces dos noirs, de ce truc, de ce truc très post-urban dans lequel on était, tu vois, quand on a créé iComics en 2018. Là, d'arriver avec un dos blanc, cette écriture manuscrite, une DA complètement folle qui épouse un peu ce que Zoé avait essayé de faire. En fait, pour retracer l'histoire de iGraphics, c'est une sorte d'illumination qu'a mon boss, Antoine, en novembre 23 ou quelque chose comme ça, mais vraiment très tard dans la prod avant de sortir It's Only, où il dit mais attends, mais tous tes indés là c'est des one shots, ça tu nous l'as répété machin, je voulais faire moi un truc qui s'appelait édition H un peu, tu vois, où en gros on faisait des tirages de tête de chacun de ces bouquins là, mais on les sortait sinon en version iComics plus classique. Et puis il me dit mais pourquoi on ferait pas des tirages spéciaux mais tout de suite, parce que c'est des romans graphiques que lui, pour l'anecdote, est très proche de Nico Beaujoin, ils ont travaillé ensemble pendant longtemps chez Hachette. Et qui voyait le travail de Nico, qui je pense impressionne n'importe quel fan de BD aujourd'hui, voilà, surtout en DA en l'occurrence, plus qu'en format là encore une fois, et même en fab, parce que Nico est très très fort aussi en fab et en chef de projet au global. Et c'est lui un jour qui me dit mais pourquoi on ferait pas iGraphics quoi. Et on en parle à notre diffuseur Christophe Loupiac, qui est un boss de la diff, qui est un mec voilà, qui a une bouteille extraordinaire dans la BD, qui dit bah ouais c'est une bonne idée, je pense que c'est la bonne intuition vu la gueule des rayons comics ces derniers temps et tout ça, et puis ce côté un peu super slip qui s'est complètement essoufflé quoi. Et moi je me suis dit bah ouais pourquoi pas, en vrai ça va pas changer ma vie d'appeler ça iGraphics, ça permet de justifier pourquoi on sort de la DA, ce qui était une vraie envie que j'avais. Et après ouais la question du format elle est venue un peu avec les projets quoi. En fait Dawnrunner méritait un plus grand format. Et on l'a fait comme ça. Et puis Dawnrunner, la particularité, c'est que voilà, je peux pas raconter toute la vie des auteurs, mais c'est pas toujours bien passé avec l'ayant droit américain qui publie Dawnrunner là-bas, donc ils avaient quelques frustrations dont ils m'ont fait part. Donc on a essayé de faire Dawnrunner un peu à la carte aussi par rapport à ce que eux voulaient. Evan en particulier, parce que c'est son premier album, donc forcément
c'était hyper important pour lui, et que c'est un mec qui a un œil vraiment, tu vois, de lecteur et de designer, en fait, tout simplement. Donc, il entrevoit les objets dans leur globalité, quoi. Et voilà, ça s'est plus fait en cours de route. Mais ouais, par contre, en termes de vente, je pense qu'on peut le dire, c'était une bonne intuition parce que les 3 bouquins sont rentables, et mieux que ça, Dawn Runner, on va fêter bientôt les 10 000 exemplaires. It's Lonely, on va être bientôt au-dessus de 5 000, je pense. Avec une pointe d'amertume quand même de pas être à Angoulême. Tu vois, si je dois mettre les 2 pieds dans le plat. Et pourtant, Dieu sait que je m'en bats les steaks des remises de prix et des trucs comme ça, et ça a toujours été le cas. Sauf des First Print Awards, quoi, mais... Sauf des First Print Awards, évidemment. En plus, prix du public, c'est les seuls prix qui comptent, en vrai. Donc, parce que le reste, c'est que du népotisme, sachez-le. Je te remercie. Non, c'est faux, mais... Il est vilain. Mais ouais, une petite amertume quand même là de s'être loupé. Après, pour le coup, parce qu'il y avait Au-dedans, et c'est dingue qui va prendre à quel truc, point quoi, ces bouquins. Ouais, puis Au-dedans, il va tout prendre. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est un super bouquin de Will MacPhail. Mais c'est vrai que c'est les hasards de la vie, mais on a sorti 2 bouquins qui fonctionnaient un peu en binôme, et à la fois parlaient à des générations différentes. Je pense que Au-dedans parle à des gens un peu plus âgés, là où It's Lonely a une énergie très adolescente. Et voilà, en même temps, It's Lonely, il y a aussi des remarques qui valent mieux que des prix. Quand un mec comme Sfar ou un mec comme Luz disent ok, cette meuf là c'est un génie et elle va changer la BD, tu vois, elle arrive avec un truc, oui, ça vaut des prix, quoi. Et le prix du public First Print, ça a été un super moment, et Zoé en est vraiment très très heureuse. Et ouais, et puis de savoir que le bouquin a bientôt 5000 lecteurs, c'est charmé. Surtout à partir du moment où on considère qu'il était trop cher, puisque c'est ça c'était un sujet sur lequel je voulais que de toute façon bien trop cher. Je t'avais déjà fait la réflexion dans justement ce qu'on et son papier était bien trop fin. Voilà, c'est ça, mais sur le fait que t'avais ce qui est un peu bizarre, parce que alors on va y revenir sur d'autres aspects, mais qu'effectivement iComics a vu son image de marque égratigner quand même pas mal ces dernières années. Oui. À la fois on va reparler sur les tortues plus tard, mais aussi même sur le label iGraphics, sur le côté. Alors je t'avais déjà parlé du We Only Find Them tome 3 l'année dernière, et tu nous avais expliqué pourquoi en fait c'était soit ça, soit il sortait pas. Mais là aussi où je t'avais dit oui, effectivement. Sauf que je pensais que c'était un one shot à ce moment-là. Oui. Et que je pensais pas qu'on allait m'imposer un nouveau prix et qu'il allait devenir naturel derrière, voire même oblitéré à certains moments. Et parce que justement le fait est que alors il y a eu des soucis de papier trop fin sur It's Lonely, qui faisait que comparativement à la gueule de l'album, et là par contre à son prix, ouais. Et à son prix, en fait, ça s'était pas rendu, alors que bizarrement, autant sur Kali c'était à peu près la même chose, mais sur Dawn Runner. Kali c'est un bien meilleur papier, parce que je peux te dire qu'après la tornade que j'ai mis sur le papier d'It's Lonely, on a changé. Ouais. Si je peux raconter l'histoire de manière courte et sans mettre personne dans l'embarras, le papier d'It's Lonely est un accident de production de la fabrication, on va dire ça comme ça. Et que quand il est arrivé, quand je l'ai vu, j'ai pété une durite en interne très fort, ce qui m'arrive vraiment rarement. Je suis pas du tout un colérique dans le travail, et c'est pas une vanne, hein, je suis vraiment quelqu'un de calme dans le travail, et quand il y a des difficultés, j'ai plutôt tendance à soit me marrer, soit réfléchir 2 minutes, et puis voilà. Là, j'ai vraiment pété une durite, au point où je suis allé voir mon boss, et j'ai dit on sort pas ça. J'ai dit je suis désolé, on peut pas sortir ça. J'étais déjà pas content du prix en interne. On m'a expliqué que j'avais pas grand chose à dire là-dessus. Après on me dit soit ton bouquin il sort pas, soit il sort à ce prix-là, évidemment tu vas accepter de le sortir au prix que le contrôle de gestion va décider, évidemment, quoi. Même si je trouve que c'est trop cher et que je m'en cache pas. Sauf que là c'était la goutte d'eau, parce que tu peux pas vendre le bouquin à ce prix-là avec un papier pareil. Et à ma grande surprise, mon boss, qui va évidemment protéger les intérêts économiques de l'entreprise, c'est logique, c'est son travail, m'a dit on pilonne, tant pis pour la tournée, on réimprime, on sortira fin février, et puis voilà. Et ce qui était dingue, parce que ça voulait dire rater Angoulême, rater la tournée et tout. Voire même, on s'était dit, on fait la tournée avec des exemplaires avec le papier trop fin, et on les échangera aux gens derrière, on leur renverra un exemplaire avec le papier. Personne ne fait ça. Non. C'est complètement narvalo. Kana est obligé de rappeler tous les exemplaires de Naruto et de réinsérer des pages façon chirurgien à l'intérieur à la main, parce que c'est comme ça que ça marche avec les japonais. Mais c'est Naruto. Si tu veux, c'était faisable. Non, mais oui, avec tout le respect que j'ai pour Zoé. Oui, mais c'est que 100 personnes les dédicaces sur une tournée. Donc tu peux le faire. 100 bouquins, ça va, on s'en remet. Mais c'était trop chiant à gérer, etc. Machin. Et en fait, ce qui s'est passé. Donc là, moi, j'étais très content, parce que je me dis, ok, bon, c'est un gros problème à gérer. On va se louper pour la tournée, le machin, le truc. Mais au moins, le bouquin sort pas comme ça. Et à la rigueur, même si les gens savent jamais que le bouquin a eu un papier pourri, tant pis, on invoquera autre chose pour justifier le retard, peu importe. Mais au moins, il sort avec un bon papier. Et le gros problème, c'est qu'on revient 2 heures plus tard,
une autre personne qui travaille chez Brach et qui me dit bah non, les libraires vont commencer à recevoir les cartons, on peut pas, c'était trop tard pour stopper la mise en vente, quoi. Et là j'ai eu les nouilles bleues, là j'ai eu très très mal parce que premier bouquin à Graphics, deuxième bouquin de Zoé chez nous, mais comme je l'ai déjà dit je crois dans ton podcast, Zoé, j'ai eu la chance de la lancer chez Bubble à l'époque avec Billy Scott, puis de la publier sur Rain et d'arriver avec It's Lonely qui est évidemment un premier magnum opus dans sa carrière. Et moi, à mes yeux, on foire la sortie, quoi, tu vois. Genre, déjà, la mise en place n'était pas colossale, le bouquin était trop cher et le papier était trop fin. Et tant et si bien que quand je vois Zoé, je lui en parle direct et tout, et c'est elle-même qui me rassure, qui me dit mais non, ça va, t'es ouf et tout. Elle avait son TP, elle me dit regarde, le TP c'est bien pire. Alors, c'est vrai, le TP est pire. Mais il est moitié prix. À $13. Voilà. Il est à moitié prix. Et ce qui est d'ailleurs une erreur de Zoé, mais qui pensait pas faire autant de pages à l'époque et donc avait fixé le prix avant de finir le bouquin. Mais ça n'a rien à voir, c'est qu'effectivement, à $13, tu viens pas chialer, parce que c'est $13 et que c'est pas cher pour un TP de 200 pages, quoi. À 27€, ça fait mal, tu vois. Et alors, très belle couverture et tout, la DA, j'en suis content et tout, mais voilà, il y a eu ces loupés-là. Et ça a été, en fait, finalement, ça a donné le ton de l'année. Parce que c'était jamais exactement comme je voulais que les choses soient, quoi. Et là pour le coup, bah le papier, c'est une erreur de commande de papier. Bon bah voilà, ça arrive, tant pis, ça fait chier et c'est comme ça. Et quand on le réimprimera, bah on le réimprimera avec un meilleur papier. Mais ça fait chier parce que c'est les gens qui l'ont acheté en premier qui trinquent le plus. Enfin tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Et ouais, c'était assez annonciateur, effectivement, de difficultés de prod qu'on allait avoir chez iComics cette année, qu'on n'avait pas avant, où on avait beaucoup plus de stabilité, notamment quand on était chez Brajlon, 60 rue d'Hauteville, tout ça, où j'avais une salariée qui s'appelait Julie, qui a été mon éditrice pendant des années et qui faisait un super bon travail et qui était garante vraiment de la qualité et tout ça. Et ensuite, c'est passé à son alternante, et puis c'est passé finalement à quelqu'un d'autre, et puis c'est passé, tu vois. Il y a eu beaucoup de passages de flambeau comme ça chez iComics côté prod, plus des contextes de changements structurels pour Brajlon et tout. Et voilà, ça ne justifie pas tout, hein. Des erreurs sont des erreurs, hein. Et des fois, il y a des erreurs qui venaient de la fab, des fois du commercial, des fois de l'édito. Bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on a vraiment eu les trois cette année. Là, cette fois-là, c'était la fab. Et voilà, tu vis avec. Et ce qui m'a rassuré, c'est que Zoé m'en a vraiment pas voulu. Mais je comprends que les gens aient pu être déçus parce qu'effectivement, t'arrives à Graphics, nouvelle collègue et tout, tu vois. Moi, j'avais pas un truc hollywoodien en tête, mais j'imaginais un truc qui avait une sacrée gueule, surtout à ce prix-là. Et voilà. Donc, je m'en excuse, hein, vraiment. Je pense que ça aurait pu être évité par un excès de contrôle et que effectivement cette année, c'est pas l'année où on a le plus brillé par le contrôle. Tu vois, hardcore et précis de tous les points de la prod et tout. Et des fois, on s'est fait dépasser. Dawn Runner, ça a été une prod compliquée parce qu'on l'a fini en direct avec les gars. Enfin, tu vois. Parce que Dawn Runner, je crois qu'il y a des trucs de pages qui sont un peu tronqués. Absolument, par rapport à la VO. Il y a des pages qui sont croppées, ouais. Et ça, c'est pareil. Cette fois-là, c'était la faute de l'édito. Voilà, tu vois. Et Tortue, c'était la faute du commercial. Comme ça, tout le monde s'est pris une balle et puis, mais ouais, non, ça fait ultra chier. C'est des moments particulièrement, ça fait mal à l'équipe parce que c'est des trucs, c'est des balles qu'on prend en équipe, hein, tu vois. Moi, je suis le visage du bordel, mais bon, tout le monde derrière est très déçu et se sent attaqué et désolé et vraiment, voilà, des fois abattu de cette loupée, quoi. Et moi-même, c'est dur d'être déçu parce que je suis chef de projet. Donc, tu vois, c'est comme un coach en foot, pour faire une analogie pourrie. Tu prends un but, tu vas pas engueuler tes joueurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ta responsabilité. T'avais qu'à mieux préparer ton match, finalement. Et ça, tu vois, c'est compliqué. Surtout que moi, je suis à distance la plupart du temps. Donc, comme j'ai cette exigence qualité-là, il y a des problèmes qu'on n'ose pas me dire aussi des fois. C'est une réalité. Donc, en fait, je découvre presque après d'autres gens, presque après des libraires et tout. Et je dis, attends, quoi? Je dis, oh, putain, mais sérieux, quoi? Et parce que c'est pas ton taf d'avoir les yeux sur tout à tout moment de toute la chaîne plus du tout depuis 2 ans maintenant, depuis 2-3 ans, plus du tout. Depuis que t'es plus. Ça l'était avant Hachette, en fait. Mais non, mais Mangetsu, je fais encore ça sur Mangetsu et encore ces derniers mois moins, tu vois, parce que mon rôle il évolue vers plus de, c'est très vertical, hein, comme organisation les entreprises, donc forcément tu fais des succès, donc tu montes, donc t'as moins les mains dans le cambouis et tout ça.
Et le problème, c'est pas les gens qui font le travail, parce que c'est des gens ultra compétents et passionnés. Enfin, tu vois, je peux vous raconter la prod de Dawn Runner, ça a été un moment génial de solidarité avec l'équipe et tout, où c'est des éditrices du manga qui sont venues finir le bouquin et tout ça. Enfin voilà, ça a été des moments assez fous, quoi. Mais bah, tu sais, les journées font 24 heures. Donc, quand tu passes ta vie dans des réunions, tu vois, c'est plus dur d'avoir les mains dans le cambouis. Et puis, ouais, on a eu beaucoup de changements de gens à la tête des projets. Je crois que Pierrick, qui est l'éditeur d'iComics aujourd'hui, a récupéré It's Lonely en cours de route, si je dis pas de conneries. Je pense que c'est démarré par Emma, qui est ensuite parti justement du côté de 404. Alors, pas Graphics, mais du côté de 404 chez Editis. Et que Pierrick le récupère en cours de route. Toi, pareil, du coup, t'as fait une sorte de transition avec les deux à ce moment-là. Enfin, t'en as été témoin. Ça a été compliqué, quoi. Et moi, mon rôle, c'est d'apporter les projets et de faire une relecture et une réécriture sur la deuxième épreuve. Et tout ce qui est plus fab et prod et rétro-planning et tout, bah, c'est pas moi qui m'en occupe, tu vois. Si vraiment le rétro-planning, on l'explose, bah, je vais devoir intervenir. C'est mon rôle. Mais malheureusement, ouais, depuis quelque temps, c'est plus moi qui m'en occupe. Et je vais pas m'en plaindre, hein, parce que c'est dur comme métier. Donc voilà, j'ai le beau rôle, mais c'est aussi moi qui prends les coups, et c'est pas anormal. Tu vois, je comprends qu'on me mette les coups à moi. C'est fondateur de ce label, c'est normal. Mais surtout que t'as toujours opéré cette image. Enfin, t'as accepté le poste d'être l'image publique en fait de ce label aussi. Ben, je veux pas du tout réécrire l'histoire. En fait, j'ai pas accepté grand chose. C'est que si je faisais pas ça, on avait 0 € de budget marketing. Donc à un moment donné, quand tu sais te servir d'une caméra, d'un micro, et que tu peux le faire, et que moi je virtualise ça comme c'est gratuit, comme le podcast qu'on est en train de faire là, il est bientôt 22h, mais j'ai pas l'impression de travailler, si tu veux. Tu vois, on a une discussion à propos du boulot, mais c'est pas du travail. Bah, c'est pareil quand je tourne des vidéos, en fait. Pour moi, ça fait pas partie de mes journées de boulot et tout ça. Enfin, c'est pas comme si, de toute façon, je comptais mes horaires et que je pointais, comme à l'époque où je bossais chez McDo, mais, tu vois, je le fais parce que je sais que ça peut aider le label. Et je pense que ça l'a aidé. Et je pense que je suis tombé dans plein de pièges et que j'ai pas vu certains dangers du fait de représenter le label effectivement sur la durée, avec un poste qui évolue, avec des projets, des priorités aussi qui évoluent évidemment, et que ça m'a repété à la gueule plus tard. Mais c'est logique, il y a quelque chose d'assez karmique là-dedans, hein, tu vois. Ça pouvait pas être que du love et des super moments. J'ai des moments incroyables de l'époque où on appelle à la solidarité sur les tortues et qu'on sauve la licence littéralement. Bah, tu vois, le karma, je l'ai bien pris, puisque c'est sur les tortues que je me suis fait défoncer à la fin de l'année. Et a raison. Enfin, je pense que je me suis expliqué, on en reparlera tout à l'heure, mais a raison. Et en même temps, je peux pas empêcher la sortie du bouquin, tu vois. Je vais pas me mettre comme un mec au milieu des rails en disant non, si vous le sortez à 35 €, tu vois. Enfin, c'est quasiment fini comme ça en plus d'ailleurs, dans la version la plus corporatiste que tu puisses imaginer. Mais ouais, à l'époque, c'est vraiment juste parce que si je fais pas ça, en fait, j'ai l'impression qu'on va pas parler des livres. Donc, t'es bien obligé. Mais aujourd'hui, je le fais plus. Je pense que ça s'est vu, là. J'en ai fait beaucoup moins des vidéos cette année. Ça fait 2 pleines lunes, je crois qu'il y a pas de vidéos sur Mangetsu. Et il y en aura plus parce que j'ai plus du tout la force. Parce qu'évidemment, tu prends des coups, hein, quand tu lis certains trucs, quand tu prends des shitstorms, que ton algo, YouTube, il te conseille des vidéos de gens qui trashent la politique Tortue Ninja chez iComics, que t'oses à peine les regarder, que tu réponds. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu réponds, et j'ai pris le temps de répondre plusieurs fois et tout, les gens sont cool, quoi, tu vois. Enfin, il y a des vrais dialogues alors évidemment, j'enlève la fange de gens qui vont être tout de suite dans l'insulte et tout, parce que ça m'intéresse pas, il y a rien à en tirer, mais t'as plein de gens aussi qui sont pas d'accord, mais qui par contre vont pouvoir l'exprimer, où il y a un dialogue qui se crée et tout ça. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça chouette. Je suis un peu éternellement optimiste avec ça. J'ai l'impression que quand on essaye de faire des efforts pour s'expliquer, il y a des gens qui ont envie de comprendre. Mais ouais, ça me fout une angoisse de malade de tourner des vidéos. Alors pas du tout lié à ces shitstorms, hein, ça date de bien avant, mais tu vois, les lives par exemple, Tsukimi côté manga et tout, j'ai arrêté parce qu'en fait, je passais des journées avec des nœuds à l'estomac. Je vais pas me péter un ulcère juste pour faire des vidéos sur Twitch, tu vois. À un moment donné, j'ai d'autres priorités dans la vie. Enfin, je suis père de famille et tout ça. Et puis les trucs sont lancés. Tu vois, iComics, ça fait longtemps qu'il est satellité. Mangetsu, ça y est, on est installé, on fait complètement partie du paysage et tout. Donc si moi, en plus, en prenant de plus en plus de responsabilités au sein de la structure Hachette, je peux me départir un peu de ces missions de représentation, ça me va très bien. Parce que parler des livres et des auteurs à mort, vendre des tapis, tu vois, c'est chiant. Et surtout quand tu dois faire le SAV en direct et faire le pompier et tout ça, quoi. Donc, et encore une fois, on va reparler tout à l'heure avec les tortues, mais quand t'es toi-même pas d'accord avec la politique et que par probité t'es obligé de dire, ouais, je suis d'accord avec vous, en fait, moi aussi je trouve que c'est trop cher.
tu te mets dans une position qui est intenable. Si je me mettais, si j'étais Arnaud Bourdin ou Arnaud, je sais pas comment, lequel. Bastier. Ouais, non, j'allais dire Arnaud Plenel, tu vois. Arnaud Plenel. Oui, mais monsieur Sullivan Roux, tout de même, 24,95 pour Kali à 176 pages et Axlash à 112 pages. Oui. N'y a-t-il pas quelque chose de fondamentalement offensant d'avoir une telle politique tarifaire? Quelle indignité, comme dirait et au-delà de la blague, parce que tu peux dire aussi, oui, mais je suis pas d'accord, mais est-ce que c'est pas aussi, on va dire, une sorte de facilité pour toi de te défausser alors sur qu'est-ce que je te dis le de contrôleur, plus que je suis pas d'accord? Ah, je ne sais pas, j'ai pas forcément la réponse, mais c'est plus moi, en interne, sachez-le, j'envoie des mails pour dire je ne suis pas d'accord, nous ne devrions pas publier Hack and Slash à 27, combien on l'a vendu? Non, c'était 24,90. 24,90, mais il fait que 112 pages, c'est ça? Ouais, il est tout petit. Comment tu vas être d'accord avec ça? De toute façon, je l'ai dit dans la vidéo Tortue où je balance tout, là. Je dis, voilà, Hack Slash, désolé. Déjà, 19,90, il serait cher. Donc, si on veut le sortir, bon, déjà, il y a une question de tirage et de basique de l'édition. Le tirage de Hack Slash, c'est 4 fois moins que le tirage de Kali. Donc, en fait, c'est pas du tout la même économie. En fait, on peut pas comparer une banane avec une orange. Mais ce, malgré le fait que It's Lonely avait déjà eu son succès quand même et que tu pouvais miser sur le fait que... C'est relatif. Attends, on est à moins de 5000 exemplaires et tout, quand même. Attention. Hein. Oui, mais... mais quand tu même tires moins des de 5000 comics, si t'imprimes moins de 5000, t'es dans la merde. Donc, tu vois. Et là, avec Slash, c'est le cas. On imprime moins de 5000. Donc, l'impression coûte une fortune et tout ça. Voilà. Après, c'est l'éternel débat de est-ce qu'il vaut mieux en vendre X à 24,90. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu atteins ta rentabilité? Est-ce que c'est en vendant moins plus cher ou plus moins cher? Ça dépend des boîtes. Hachette choisira toujours d'en vendre moins plus cher. Tu vois, en faisant le pari que le prix finalement n'est pas tant un frein que ça. Et d'ailleurs, c'est la réalité. Hein. Bah, quand tu vois du coup les résultats de It's Lonely et de Dawn Runner, après Dawn Runner, je pense que le très grand format pour l'édition de base a joué en sa faveur et peut-être que dans une pure optique complotiste, tu pourrais dire que vous auriez fait exprès de vendre It's Lonely trop cher par rapport au format pour qu'en fait Dawn Runner s'en sorte beaucoup mieux, tu sais. C'est comme quand tu traînes avec quelqu'un de plus moche que toi pour avoir l'air plus beau. Dawn Runner, il devait sortir à 29,90 selon les décisions internes. C'est la diff qui ne met normalement jamais son nez dans nos affaires de prix et tout ça, qui dit attendez, on en imprime plusieurs dizaines de milliers. Et vous comptez vraiment le 29,90? Nous, on vous en fait pas, on vous en met pas en place autant que ce que vous voulez là, si vous le vendez à ce prix-là. Et vous allez pas nous dire, ils sont quand même professionnels, les mecs qui travaillent chez Hachette, tu vois. Vous allez pas nous dire que vous êtes obligé de le sortir à 29,90. Et effectivement, on a refait le CEP à 24,90 et ça passait. Et là, contrôle de gestion m'a dit, ouais, bah là, ça passe, ok. Là, c'est aussi bête et méchant que ça. Par contre, je vais te donner une stat qui, pour moi, dit tout. Et qu'évidemment, personne ne le sait. Il y a que moi qui le sais, et maintenant les gens vont le savoir. Mais depuis qu'on a été racheté par Hachette, iComics est bénéficiaire. Avant, iComics n'a jamais gagné d'argent. Aussi bête et méchant que ça. Et plus les années passent, plus on gagne d'argent. Plus iComics et des labels comics bénéficiaires en France, il y en a 2. Voilà. Hein. Je veux dire, le calcul, il est aussi simple que ça. Mais moi, est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Non, encore une fois, je suis en désaccord. Je pense que les bouquins sont trop chers, qu'il y a un sujet d'accessibilité à la culture et tout ça. Ils le savent, on s'est beaucoup engueulé là-dessus. On n'est toujours pas d'accord, on le sera jamais. Est-ce que je suis obligé de vivre avec? Bah, évidemment que oui. Je suis comme tout le monde, hein. Je paye un loyer, tu vois. C'est normal, c'est mon job. C'est mon patron qui décide. C'est comme ça. Et il y a des combats que j'ai gagnés. She Wasn't a Guy côté manga devait pas être à 9,90. J'ai dit non les gars, on peut pas le sortir à plus que 9,90. On l'a vendu à 9,90. Résultat, 3e meilleur lancement de manga de l'année. Donc il y a des fois où tu gagnes un peu des combats, mais c'est toujours chiant quand ça touche à l'argent parce que c'est un sujet ultra sensible. D'autant plus dans un contexte économique et inflationniste où effectivement tout le monde fait très attention à ce qu'il achète et que j'ai conscience que It's Lonely plus Hack Slash ça te fait plus de 50 € et que ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas normal. Ça devrait te coûter 40 € ou moins les deux. C'est la réalité. Et que nous, on a plus de 50 €. Faites un pack cette année, là. Un pack Zoé. Ça serait pas mal. Et c'est pas l'ambiance, mais, Achète si tu m'écoutes. Bah, tu pourras leur en parler, hein, à la direction commerciale. Mais, non, mais en plus, iComics c'est un peu à part quand même, tu vois. C'est très haut projet, quoi. En fait, iComics, je pense que si j'étais pas là, le label n'existerait plus. On va pas se mentir. Depuis plusieurs années. Et au final, on le continue. Il y a des trucs qui me vont pas, il y a des trucs dont je suis quand même fier et content et tout ça. Je pense qu'on a aussi développé des belles choses dans ce label.
Et le truc gagne de l'argent, paye des salaires, littéralement, tu vois. Donc, c'est hyper compliqué. Et à choisir, oui, je préférais que les bouquins soient moins chers et je pense qu'on gagnerait un peu d'argent quand même parce que moi, je crois qu'en vendant moins cher, on en vendrait plus. Tu vois. Et que It's Lonely, d'ailleurs, je pense que son vrai plafond de lectorat est plus élevé que le nombre de ventes qu'on a actuellement. Ce qui voudrait dire qu'il y a une partie du public qui ne l'a pas acheté à cause de son prix. Moi, j'en suis à peu près persuadé. Ah oui, mais ça, on l'a vu, de toute façon. Après, le truc, c'est qu'il faut toujours se méfier de ce que tu lis et de ce que tu vois en numérique, parce qu'en fait, il y a quand même un fossé entre en fait, les gens et la réalité. Je vais te donner un autre exemple simple. Tortue Ninja Intégrale tome 5, meilleur démarrage des intégrales. Et Dawn Runner juste après, dans un contexte de boycott, entre guillemets, c'est notre plus gros succès indé. Donc, oui, forcément. Mais moi, ce discours de « Oh, arrête, Sullivan, t'es chiant avec tes histoires de prix. Tu vois, tu prends tout ce qui se dit sur Internet. » L'intégrale tome 5 est sorti après Dawn Runner, par contre. L'intégrale après, tu parles Dawn Runner. Oui, elle est sortie juste après Dawn Runner. Tu parlais peut-être du TMNT tome 6, du coup. Ceci dit, l'appel au boycott iComics, il date pas de la vidéo Tortue. Hein, tu vois, et de Tortue tome 5. Il simplifie à ce moment-là. Mais il y avait quand même pas mal de gens qui, depuis le début de l'année, voulaient notre scam. Oui, depuis Et à raison pour le même putain de sujet du prix, en fait, tu vois. Ça avait commencé l'an dernier avec We Only Find Them, je pense. Oui, tout à fait. Il y avait de quoi. Hein. Tu passais de 17,90 à 24,90, c'est ça. Et Immortal Sergeant aussi avait bloqué les gens. Et Immortal a été très cher aussi, effectivement. Et en fin d'année dernière, ouais. Et en même temps, alors là, pour le coup, Immortal, en vrai, il n'y a pas un seul monde où il sort à moins que ce prix-là. Parce que Immortal... de toute façon, tu nous disais déjà l'an dernier que c'était 200 ventes au bout d'un mois. Donc, on est toujours à moins de 500 ventes, je pense. Alors que c'est un super bouquin. Ça, c'est dur. Non, mais parce que c'est aussi la réalité. Après, voilà, je comprends aussi les éditeurs qui veulent pas parler des ventes quand elles sont à moins de 500 et tout. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'estime que ça n'a rien à voir avec la qualité du livre. Mais c'est aussi une réalité avec laquelle on vit. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te parlais quand même de semi-réussite, oui, avoir les 3 graphics qui sont 3 belles ventes, c'est cool quand même, tu vois. Et j'ai eu plein de retours de plein de gens, et quand je vais en librairie et tout, il y a plein de gens qui me disent « Ok, j'en mets, t'inquiète, pour les tortues, on te soutient, on sait que machin, que truc. » Là, je l'ai beaucoup eu pendant la tournée de Dawn Runner et tout. Et voilà, c'est la vie d'un label, mais la grosse différence, effectivement, par rapport à l'époque Brajlon, la fameuse où on gagnait pas trop d'argent voire pas sur iComics, c'est qu'à l'époque, c'était moi qui faisais les prix, tu vois. Et comme Mangetsu, je suis arrivé, Tommy, j'ai dit, 24,90, les gars, plus cher serait relou. Ça va pas durer longtemps, tu vois. Et en même temps, j'ai le beau rôle, moi. Je suis pas directeur commercial, je suis pas en train de gérer les budgets, j'ai aucun intéressement lié enfin, tu vois, moi, si je vends 10 milliards de It's Lonely ou 2, j'ai le même salaire à la fin de l'année. Enfin, tu vois, ça change rien pour moi. Donc, il y a pas de prime pour les, Non. Ça existe. Il y a des éditeurs qui ont des primes à l'intéressement. Moi, j'en ai pas. Donc, tu vois, c'est aussi c'est facile pour moi d'être contre les prix élevés. En fait, c'est ce que je disais, que c'était une posture plutôt arrangeante parce que tu peux juste dire, comme tu l'as fait dans ce podcast ou en vidéo, en disant je suis d'accord, mais le truc, le problème que tu auras, c'est que les gens qui t'écoutent ou te regardent vont se dire bah oui, il dit qu'il est d'accord, mais il change rien parce qu'au final mais je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. La politique. Je n'ai pas on va en reparler tout à l'heure. J'ai choisi une autre voie. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Et c'est très clair. Et ça m'a été dit. Et moi, quand c'est dit d'ailleurs et que c'est dit clairement, bah d'accord, je l'entends. Et après, je prends mes décisions. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Et oui, j'entends que c'est une posture facile et arrangeante et tout. En même temps, c'est réellement ce que je pense. Et si vous pensez vraiment que j'ai passé des jours agréables après avoir sorti une vidéo comme ça, je veux dire, tu vois, tentez ça avec votre patron, vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est comme ça. Après, je pense que ça fait des années justement que je parle et que je défends des idées et tout ça. Je pense qu'on peut croire en ma probité quand je dis que je suis pas d'accord avec ces prix-là. Je pense, il y a eu des petits changements chez Brajlon quand même ces dernières années. Enfin, tu vois bien. Tu es mon regard. Et donc voilà. Après, qu'on croit ou qu'on croit pas. Enfin, je dors pareil la nuit. Hein. Mais par contre, ça fait chier parce qu'il y a un monde où nos succès sont des plus gros succès et où surtout il n'y a pas ce genre de faux débats de merde qui viennent faire de l'ombre aux vraies questions qui sont venez, on parle des bouquins. On a sorti des bouquins super cool d'auteurs incroyables. Tu vois. Oui, ce sera plus intéressant de savoir si Zoé est surcoté plutôt que savoir si le bouquin est trop cher pour ce qu'il est, quoi. Ouais, et encore même ce débat-là, je le trouve moi aussi, relou, moi aussi, mais je l'ai vu passer. Tu vois, pour qui elle se prend à faire une autobio à son âge, mais mec, justement, t'as pas lu le livre. En fait, c'est bien la preuve que t'as pas lu le livre. Donc, encore une fois, quand t'as des chiffres. Non, ou est-ce que Kali est surcoté, ou est-ce que Dawn Runner est si bien que ça? Qu'on parle vraiment des bouquins dans ce sens-là, quoi. Ouais, grave. Ça, je l'ai beaucoup vu sur Dawn Runner. Et c'est marrant d'ailleurs parce que. Dawn Runner, il lui manque un numéro, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et les auteurs sont d'accord avec vous. Pareil. Mais les conditions dans lesquelles c'est fini, voilà, je peux pas tout raconter. Ils raconteront ce qu'ils ont envie de raconter là-dessus, mais
c'est compliqué. Il y a certains contextes aux US en ce moment où c'est compliqué de pousser les séries comme on veut. Et si les numéros 1 et 2 sont si différents de la suite, c'est parce que les numéros 1 et 2 ont plusieurs années, alors que les 3, 4, 5 ont été faits à la suite parce qu'il fallait sortir le truc, en fait, tu vois. Donc forcément, ça change tout. Et quand on achète le livre, on a le 1 et le 2, et voilà. Enfin, bref, après, je vais pas... Mais oui, il manque une issue, c'est sûr. Et je rêve encore d'une édition Director's Cut avec un chapitre 6, ou en tout cas des interstices ça et là, pour qu'il y ait des ellipses un petit peu moins vénères, qu'on ait un peu plus de bagarre et que la fin soit moins abrupte. Mais parce qu'en plus, la moelle de Dawn Runner, parce que moi, Ram m'avait raconté le scénario bien avant que Evan le dessine, je la trouve magnifique, tu vois. Mais oui, je préférerais ce genre de débat, c'est clair. C'est vachement plus intéressant selon moi. Et en plus, quand bien même on est déçu ou pas, ou on trouve ça génial, j'ai aussi des gens qui m'ont dit mais c'est incroyable, c'est la meilleure BD que j'ai lue cette année et tout ça, enfin tu vois. Je pense que je vois un pattern chez les gens qui sont un peu déçus chez Dawn Runner, et je le comprends, je l'ai peut-être un peu survendu. Après, à ta décharge, tu vois, je vais pas vouloir je suis pas ton avocat, mais à l'époque, tu me défonces depuis tout à l'heure, donc. ça va, je peux me le permettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à l'époque où t'en parlais en disant ce sera la meilleure BD de 2024, concrètement, t'avais pas, les numéros 4 et 5 étaient pas complets. En fait, donc t'avais pas, même si tu connaissais l'histoire. Le numéro 3 était même pas complet. Donc voilà, donc tu pouvais pas non plus forcément tout savoir de ce qu'allaient donner les numéros en tant que tel. Absolument. Donc tu le survendais sur la base des 3 premiers que t'avais vraiment lu et qui les 2 premiers, j'ai déjà raconté cette histoire. Quand on les a vus avec Dicky Erwan, Simone Di Meo et Matteo Santoluco, on a halluciné. On a vu Katsuhiro Otomo qui était réincarné dans la forme d'un petit Texan qui habitait à Paris, tu vois. Et après, voilà, je veux vraiment pas aller sur le terrain de raconter la relation avec Dark Horse. Ça me regarde pas. Non, c'est pas vrai. Ça me regarde pas directement et je peux pas la raconter, ça ne dépend pas de moi. Mais ça a beaucoup complexifié la création de Dawn Runner et de ce que ça aurait pu être. Très bien. Et ça reste une très bonne BD. Enfin, je veux dire, vraiment, pas trop lésiné non plus, quoi. Après, t'as à dire qu'il y a des loupés qui sont moins honorables que ça, quoi. Si tu te loupes, mais que t'es très très au-dessus de la moyenne, tu restes très très au-dessus de la moyenne, hein. Du côté des tortues, pour continuer dans cette partie juste bilan, alors avant de parler de l'Integral Gate, est-ce que Tortue Reborn, parce que je sais que The Last Ronin a plutôt bien marché aussi, même bien marché. Un carton, ouais. C'est la plus grosse vente Tortue de très loin, c'est une des meilleures ventes du marché comics de ces dernières années. Ouais. C'est ce qui fait, d'ailleurs, mais ce qui fait que, enfin, même The Last Ronin continue de se vendre bien aussi, du coup. Ouais, grave. Oui, Last Ronin, il est sorti en quoi? En 2021? 2? T'es sûr de toi? Non, plus du tout. Moi, je dirais 2021, mais je dis beaucoup de conneries avec les dates, donc c'est possible que je me plante. Mais oui, non, Last Ronin a même peut-être fait sa meilleure année de vente cette année. Tu vois, ça continue d'accélérer et tout. Donc le Lost Years a très bien marché. Non, c'est bien 2022. Je sais pas. 2022, ouais. Lost Years a très bien marché aussi. Last Ronin 2 arrive l'année prochaine. Non, c'est cool de ce côté-là. Après, justement, j'allais dire comparativement à ce que parler franchement, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans les tortues de Last Ronin. Enfin, tu vois. Bah pas The Lost Years en tout cas. Très très. Ah, je crois que j'ai préféré Lost Years à Last Ronin, moi, mais. Ouais, bon. Au-delà de ce débat-là, je veux dire, est-ce que Reborn, ça fonctionne aussi bien? Ah, pas du tout, non. Non, Reborn, okay. Ça perd beaucoup d'argent. C'est un robinet à thunes. Non, ça marche pas du tout, non. Mais on le savait, hein. Je veux dire, je savais. Tu l'anticipais un petit peu l'année dernière. C'est nos plus petits tirages presque. Et voire même, c'est nos plus petits tirages. Donc, non, on le savait. Sophie Campbell est clivante. Déjà politiquement. Non, mais même dans sa proposition d'une série lu quelques tweets sur le fait que ce serait une salle wokiste, etc., ce qui me semble un peu limitant quand même par rapport à la richesse de ce qu'elle essaie de développer. Mais non, mais c'est vrai que t'as une intrigue qui va à l'inverse total de ce que faisait Tom Baltz en étant quelque chose de très centré sur du slice of life en fait. Alors certes avec des mutants, mais voilà, on te parle de groupes de musique, on te parle de rébellion, de manifestation, comment on fait société en fait. C'est vraiment un bouquin qui te dit qui est très Covid en fait, très confinement, comment on fait pour faire société quand on est coincés tous ensemble. Et donc effectivement c'est moins je me réincarne de l'époque Edo pour venir prendre le contrôle de New York. Il y a moins Krang qui débarque avec des vilains trop badass et qui fait un evil plan avec Shredder et tout, c'est clair. Mais c'est d'une richesse
concrètes, quoi. Tu vois, moi, c'est des bouquins. Et pourtant, c'est pas non plus ce que j'aurais préféré lire au départ et tout. Hein. Moi, je suis très client du Tom Valls, Schrader, Krang et tout. Hein. Mais je trouve ça super. Après, voilà, ça marche pas, mais on le savait. On connaît la fin. Bon, on va y aller doucement. Mais je me demandais, par contre, sur la structure de vos tomes, si tu penses pas que ça aurait été peut-être mieux de faire des tomes doubles, en fait. Si, parce ouais, qu'il y a quand même, parce que là, il y a encore ça parce que je me suis dit ça il y a pas longtemps. Parce qu'il y a un gros chemin encore à parcourir avant de. Je me suis dit, au rang de mes regrets, effectivement, quitte à les publier aussi lentement, en fait, c'était plus intéressant de les faire en tome double. Mais, en fait, c'est pas possible d'accélérer pour les. Le problème, c'est que les tomes doubles, en cartonné, pareil, t'es sur des prix aberrants. Bah après, c'est du 8 issues, Ouais, mais t'es minimum à 34 €. Tu vois, dans une matrice aujourd'hui. Bah si, hein. Bah, quand même. À 8 issues, si t'es à 29, tu t'en tires pas mal. Bah, je te le dis. Tu me le dis, je te fais les gros yeux quand même. Ouais, si. On pouvait pas les faire en souple parce que ça aurait été trahir les premiers acheteurs qui ont les 19 tomes, enfin les 20 avec le tome 0 et même plus avec la trilogie Mathéus depuis le départ, qui nous suivent depuis 2018, qui sont le socle des Tortues. Qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils le suivent encore? Non, beaucoup ont lâché, c'est sûr. C'est évident. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont arrêtés à la fin de Tom Valls, c'était une fin, écoute, tant mieux, hein. Tu peux t'arrêter à la fin du tome 19, c'est pas grave. Donc, et toutes les séries sont pas appelées à être des grands succès et tout. Un truc, enfin voilà, Sophie Campbell, c'est pas l'autrice la plus bankable du siècle, hein. Je veux dire, tu vois, ce qu'elle faisait sous son alias précédent, c'était pareil, hein. C'était Les Affamés et tout, ça a jamais rencontré le succès. Est-ce que ça fait que les bouquins sont moins bons? Absolument pas, au contraire. Et j'espère que des gens redécouvriront ça, peut-être avec les intégrales d'ici quelques années. Tu vois, puisque ça viendra à la suite des intégrales, du coup, dont le tome 6 vient de sortir, là. Et 5. 6, là, il est sorti, non? Je l'ai dans mon sac, en tout cas, je l'ai récupéré au bureau aujourd'hui. Alors, il arrive, il arrive prochainement. Alors, d'accord, mais il est peut-être il sort peut-être la semaine prochaine, ouais. Et donc, ouais, ça aura peut-être sa vie un jour, et c'est pas grave. L'édition m'a un peu plus appris à être patient aussi. Tu vois, au début, j'étais très pressé parce que j'avais pas beaucoup de bouquins, donc j'étais très pressé que tous les bouquins rencontrent leur public et qu'ils plaisent et d'avoir des retours dessus et tout. Aujourd'hui, je laisse les bouquins vivre leur vie et c'est très bien. Et il y a plein de gens que je croise qui lisent Reborn et quand ils lisent Reborn, ils m'en parlent quasiment 100% du temps. Et ça, c'est une petite victoire déjà, tu vois. D'accord. Et donc puis il y a ce fameux problème, on va dire, des intégrales avec c'est quoi, c'est le tome 5 du coup où t'as une mini-série qui a disparu et forcément quand on regarde l'ensemble des intégrales en dos dans une bibliothèque, tu vois bien que c'est une crêpe. L'épaisseur des dos se réduit tome après. Alors je sais qu'il y en a qui arriveront qui seront un peu plus le 6 l'a retrouvé peut-être à peu près normal, mais effectivement, et le 5 du coup qui est amputé d'une partie de son contenu, ce qui fait deux choses qui sont qui forcément ont causé beaucoup de dommages, je pense, à l'image de la maison d'édition. C'est d'une part que ça n'a pas forcément été compensé par le prix, puisqu'en fait ça a baissé que de 5 balles, alors que ça reste toujours alors que t'as quand même plus, on va dire, qui disparaît. Ouais, mais aussi parce que en fait la promesse de cette édition, en fait, du coup, n'est pas tenue et ne sera pas tenue, parce qu'on sait qu'il y aura un autre problème dans le tome 10, je crois. Tout à fait. Avec le TMNT Ghostbusters 2, et d'autre part, là où peut-être c'est la couille peut-être la plus importante, c'est que, en termes de communication, en fait, les gens, grosso modo, ont découvert ça un peu, très peu de temps avant la sortie ou le jour de sortie, et qu'il n'y avait pas eu d'anticipation sur la communication. Voilà, ça c'est pour le charge des accusations. Je vais appeler l'avocat de la défense The trial of Susu. Et tu peux non, je vais pas refaire toute la vidéo. Non, parce qu'effectivement, simplement. T'as fait une grosse vidéo dessus. Juste avant d'imprimer. Donc, TMNT Cross Ghostbusters a été retraduit, relettré par nos soins. Un PDF existe et voilà. Juste avant d'imprimer ce truc-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un hack à faire à le mettre en ligne en pirate comme ça? Ce ne sera pas moi. J'étais à Francfort, pour être précis, à Foire du Livre, là. Donc, juste avant qu'on imprime, je crois que c'était Francfort ou c'était un autre déplacement, je sais plus. Bref, je m'y perds encore une fois. Mais Pierrick m'appelle en disant, je vois le mail, en fait, de notre contact chez Viacom, donc l'ayant droit Universal, tout ça, de Tortue Ninja, Nickelodeon et tout, qui nous dit alerte rouge, on n'a pas les droits, vous n'avez pas les droits, on n'a pas les droits pour exploiter Ghostbusters à l'international. IDW vient de nous prévenir, parce que moi je ne parle pas à IDW, je leur parle en fait, mais pour d'autres sujets, mais pas les tortues. Les tortues, je passe par Viacom et une plateforme et tout. C'est très automatisé en fait, comme pour Rick and Morty avec Warner et comme pour Marvel et d'ici, tu vois, pour Panini et tout ça, t'as des plateformes, tu télécharges tes bouquins et c'est des gens, tu leur parles pas directement, qui te valident les trucs. Contrairement aux indés où tu parles aux vrais gens et tout, aux éditeurs et tout. Et donc,
on reçoit un mail en disant IDW vient nous prévenir, vous devez absolument enlever la partie avec les Ghostbusters car ils n'ont pas les droits pour exploiter les Ghostbusters, les droits monde. Et signer les droits monde de Ghostbusters, ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu vois, c'est genre, c'est laisse tomber. On parle de plusieurs mois de négo qui ont des chances de ne pas aboutir d'ailleurs derrière. Et je crois que c'est chez Hasbro, mais peut-être que j'ai une connerie. Et on a eu le même problème d'ailleurs pour les Power Rangers 2 là. Et pour d'autres choses, hein. On a d'autres bouquins bloqués à cause de ce deal Hasbro. Mais bref. Donc ils nous disent d'enlever le truc. Et on peut pas le remplacer parce qu'il n'y a pas de contenu à mettre à la place. Donc au début, ils commencent à nous dire d'ailleurs, si vous voulez, on a peut-être des contenus à la place et tout, puis on regarde, puis non, en fait, on peut pas mettre ça, quoi. Tu vois, ce serait plus trahir la promesse des intégrales où on respecte le sens américain, machin et tout. Donc on peut juste enlever le bordel. Bon là, évidemment, le petit mail de service part en mode, bon bah les gars, si on enlève ça, le bouquin va perdre 150 pages, enfin 120 pages, on baisse drastiquement le prix. On est d'accord que c'est pas plus de 25 €, quoi. Oui, on verra. En gros. Ce qui veut dire, tu nous casses les couilles, Ivan. On a d'autres problèmes que la pagination de Tortue Ninja Intégrale tome 5 à gérer là sur le feu. Parce que, en fait, il y a Brajlon à côté. Hein. C'est une très grosse boîte qui fait beaucoup d'autres choses, quoi. Tortue Ninja Intégrale tome 5, c'est assez mineur, sans vouloir faire de l'ombre au bouquin, dans une année chez Braj. Et puis, bah, finalement, le prix ne baisse que de 5 €. Moi, en plus, je le découvre très tard. En fait, genre, c'est un lecteur qui en parlait sur les réseaux. Et je lui réponds sur les réseaux et je parle de cette histoire. Et je raconte ce qui s'est passé. Je dis, bah, en fait, on n'a pas le droit d'imprimer Ghostbusters et tout. Sauf que, sachez-le aussi, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est parfois bien de le dire, je ne m'occupe pas du tout des réseaux sociaux de iComics, ni de la com du label. Que ce soit bien clair. Tu donnes jamais d'indication de trucs, aucune. rien. Parce que, pareil, j'ai eu 8 CM différents en quelques années. Au bout d'un moment, j'ai dit, ah, c'est bon. Moi, je fais mon truc dans mon coin et puis mon rôle, c'est de faire les bouquins, pas de gérer la com. Donc par ailleurs, on s'entend bien, elle est charmante la CM de iComics, mais c'est vrai qu'on se parle pas stratégiquement pour le boulot, quoi. Et puis la sortie se rapproche. Moi, je me rends pas compte, les jours passent, tu vois. Et à un moment, je lui dis, on a communiqué sur la situation de Tortue et tout. Ah non, on n'a pas communiqué. Bah attends, je dis bah il faut le faire avant la sortie, quoi. Donc là, on balance la com. Et en fait, je pense que beaucoup de gens le savaient et n'attendaient que ça pour lui tomber dessus. A raison, encore une fois, puisque effectivement il y a une erreur manifeste que ce bouquin ne devrait pas être vendu à ce prix-là, et en tout cas c'est ce que je pense, donc je suis d'accord avec les gens qui le disent. Et là c'est parti en cacahuète, puisqu'en fait il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été tournées. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient nous faire depuis un moment, et c'est de bonne guerre, et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas très important. Après, quand les critiques sont de bonne foi, moi je les prends. Quand je vois bien que ça c'est autre chose, en fait, par exemple, que je leur revienne pas, ce qui est pas que ça, hein. Il y a d'autres explications, mais c'est possible que je leur revienne pas. Bon bah on en profite pour se le faire, et voilà, c'est humain, malheureusement, ça fait partie d'internet aujourd'hui. Écoute, tu vois, tu vis avec. Mais ce qui a fait mal, c'est que du coup j'ai lu des remises en cause de l'intégralité de notre boulot sur les tortues. Après moi m'être cassé le dos pendant des années et des années, jusqu'à ce que Mangetsu soit vraiment bien lancé, en gros. Et puis depuis qu'il y a les intégrales, c'est vrai que je fais moins attention. C'est de la republication, j'ai des gens qui ont du talent qui travaillent dessus, tu vois, qui font un super suivi sur les bouquins, qui traduisent les inédits, moi je corrige les petits inédits, machin, j'ai confiance dans les chemins de fer, Pierry qui maîtrise son truc, j'étais là à la DA au tout début, en fait, pour, tu vois, la fab, le format, le machin, le truc, avec Heikel aussi, quand il a fait le logo et tout. Et puis bah après moi je laisse le truc vivre, quoi. Donc et j'étais content puisque ça se vend bien les intégrales en plus. Donc c'est d'autant plus triste, tu vois, que ça finisse en autre boudin comme ça, parce que le truc se vend. Je pense que ça venait en addition avec aussi le couac de l'an dernier sur le Classics tome 5, qui était vendu au même prix alors qu'il y avait moins de pages, et qui finalement était le même problème, le même modus operandi. Et pourquoi tu crois que j'ai craqué cette année en parlant sur YouTube en public et tout? En fait, j'ai l'impression qu'on m'a pris pour un tartuffe, quoi, tu vois, pour pas être plus vulgaire. Mais t'as eu des soucis pour cette vidéo? Bah, je peux pas trop en parler, mais ok. Oui. Non, et justement avec le classique tome 6, ça va, rien de oui, non, mais colossal, mais ça fait plaisir à personne, tu vois. Oui, j'imagine. Il y a eu en gros, sans surinterpréter, un peu des règlements de compte, tu vois. Mais moi j'ai tenu mon garde, comme ils disent au Québec, tu vois. Je dis non, mais c'est ce que je pense, c'est tout, et vous le savez, de toute façon il y a pas de
il y a pas de surprise dans la vidéo. C'est peut-être chiant que ça sorte, effectivement, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me fais allumer mon arbre généalogique pour un truc sur lequel je suis d'accord avec les gens qui m'allument. C'est quand même un peu paradoxal. Et surtout, j'en étais à un point à ce moment-là où je me dis, de toute façon, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Ça marche pas, de plein de façons différentes. J'ai peut-être même que c'était mon espoir, au fond, inconscient, de faire changer les choses en les mettant sur la place publique comme ça et en se disant, OK, bon, bah, maintenant, on arrête les conneries et on vend les bouquins au bon prix, quoi. Frère, le GFK, il tombe, on fait le meilleur démarrage 2 semaines après. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois vraiment que j'ai raison dans ces cas-là? Les gens me regardent, ils me disent, vas-y, tu casses les couilles, toi, avec tes trucs de tes 30 tweets, machin, et tout ça. C'est, tu vois, c'est l'image que j'ai en interne. Et et c'est presque une image superficielle, du coup. Les gens, ils disent, mais en fait, toi, si c'est pas, on te brosse dans le bon sens, ça y est, c'est la fin du monde. Alors que pas du tout, en plus. Moi, la critique, j'aime bien ça, j'ai toujours bien aimé ça. Et c'est terrible. Enfin, là, t'es vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Des gens qui disent, OK, bon, faire foot avec comics, on vous fait plus confiance. Et les propres gens qui t'aident à sortir tes bouquins qui disent, allez, toi, casse les couilles, laisse-nous faire. Quand nous on fait, en tout cas, on gagne de l'argent et tes bouquins ils se vendent mieux qu'avant. Donc parce que c'est la putain de réalité. Avant Tortue ça se vendait pas quand c'était que Wham, et quand c'est plus que moi, bah le truc est rentable. Qu'est-ce que je te dise? Moi j'ai ma petite idée sur le pourquoi du comment, sur le timing, sur tout ça, mais les faits sont têtus et surtout les chiffres. Donc voilà. Faut être pragmatique. Bah pas trop non plus. Moi mon métier ce n'est pas d'être pragmatique. Si moi je suis pragmatique, il y a pas beaucoup de bouquins qui sortent. On sort pas It's Only, on fait pas un tel all-in sur Dawnrunner. Après, pour le coup, c'était des intuitions qui ont porté leurs fruits. Oui, non, mais Dieu merci, il y en a qui marchent quand même. Mais il y a pas que des The Few, tu vois. Oui. Et des Immortal Sergeant, oui. Mais c'est mon boulot de ne pas trop avoir à penser à ça. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu trop forcé à penser à la rentabilité absolument. Et c'est pas le rôle d'un éditeur. Mais sauf qu'en fait, quand ça te revient en boomerang par le prix et tout ça, tu vois. Enfin, d'un éditeur, non, mais d'un directeur de collection, c'est quand même dans l'intérêt du directeur de collection que sa collection soit pérenne. On dit. Oui, évidemment. Mais du coup, tu vois, si tu prends la version vulgaire de ça, tu veux faire que des trucs qui sont banger masterclass. Tu vois. T'as 36 ans, Sylvain, faut. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire par là. Tu sais, c'est ce truc en manga, c'est les titres, tu vois, qui sont faciles, entre guillemets, quoi. Oui, j'entends. Et du coup, ça n'a aucune profondeur, enfin, tu vois, c'est pas intéressant, tu t'épanouis pas comme ça. Enfin, moi pas, en tout cas, et je connais pas beaucoup d'éditeurs, tu vois, qui s'épanouiraient en faisant que des trucs qui sont marketés comme, sinon, enfin, tu vois, tu fais de la BD Carrefour à la fin, c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Alors, je vais poser 2 questions encore sur la partie 2024 avant qu'on embraye sur le programme 2025. Et t'inquiète pas, le plus dur est passé. Non, je crois pas, non. Dans ce podcast. Juste pour être sûr, la Lock and Key Master Edition tome 4, ça arrive bien puisque oui. Les 3 sont sortis cette année. Et oui. Mais la promesse de la Master, c'était quand même qu'il y ait un tome 4. Donc ça, il arrive bel et bien. Alors, il y a eu un mini couac de dernière minute pareil sur le nom. Donc, il ne s'appellera pas Master Edition. Alors, c'est vraiment un détail, hein. Parce que l'ayant droit au dernier moment a dit, en fait, on est d'accord pour que le bouquin existe sous cette forme-là, comme voilà, parce que ça fait quand même des années qu'on l'étale, donc ils étaient un peu obligés de dire oui à un moment donné. Mais juste n'appelez pas ça Master Edition, s'il vous plaît, parce que nous, la Master Edition, c'est pas ça, il y a pas le tome 4, quoi. Voilà. Mais sinon, ça arrive bel et bien. C'était le principe d'avoir une Master Edition en 4 tomes qui soit exclusive à la France. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas le droit de l'appeler Master Edition sur le tome 4. Je crois qu'il s'appelle, je sais plus, je crois qu'on l'a rappelé l'âge d'or, il me semble, mais je sais plus quelle décision on a prise avec Pierrick là-dessus, c'était il y a quelques semaines maintenant. Mais ça change rien. Je veux dire, ça va être très beau. Il y a le 4 pareil, il y a la même DA. Enfin, tu vois, ça change rien pour les gens. C'est vraiment de l'ordre du détail. Mais effectivement, la seule édition complète de Lock and Key sera cette fameuse Master Edition. Et une autre question là-dessus, par rapport à des choses qu'on avait discuté l'an dernier, c'était que tu voulais faire lancer le relaunch / reboot de Rick and Morty, mais qui n'est pas arrivé finalement. Si. C'est Maudit Milkshake. C'est Maudit Milkshake, d'accord. Mais vous avez pas fait de tome maison, en fait. Vous êtes pas reparti, si, quoi. il s'appelle Rick and Morty tome 1. C'est juste qu'on n'a pas... Bon, j'ai juste pas fait gaffe du tout de mon côté. Je crois que ça n'a pas été particulièrement marketé. Ah oui, c'est Remarque tome 1, oui, t'as raison, pardon. Mais si, il s'appelle bien Rick and Morty tome 1. Avec une nouvelle DA, avec des jolis dos de couleurs et tout. Je suis content des dos. Alors, pareil, c'est vraiment du détail, mais je les trouve vraiment jolis, ces nouveaux Rick and Morty. Et Maudit Milkshake partie 2 sort tout bientôt là. Donc, ouais. J'étais persuadé que c'était un titre à part, un titre assez complet. Donc,
Et ben, non, c'est pas comme les one-shot type boîte à caca et tout ça, non. Ouais, ou versus Donjons et Dragons, ce genre de choses-là, quoi. Tu vois, ce genre de truc. Non, mais j'ai mal, pour une fois, j'ai mal fait mes révisions. Donc, c'est ton tour. Tu peux y aller si t'as quelque chose. Tu peux m'attaquer en retour. Venge-toi. C'est pas un combat de boxe. Allez, de MMA, s'il te plaît, de MMA. Donc, maintenant, alors, avant, pour faire la transition, parce que là, on a abordé un petit peu tout le mais justement, t'avais quand même une vision assez négative aussi du marché des comics l'an dernier. Est-ce que, quand même, avec une année, alors, avec tout ce que ça implique, mais si on reste très proche juste de tableur Excel, on va dire que ça s'est quand même pas trop mal passé pour toi, eu égard à la gueule du marché en début d'année. Ça s'est même bien passé parce que c'est notre meilleure année. Voilà, c'était juste pour savoir aussi ton si avis on sur vraiment marché, c'est notre meilleure année, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu penses toujours que ça va vraiment pas bien pour les comics et les BD? Non, ça s'est stabilisé dans l'espèce de merdier dans lequel on était. Ça va pas mieux, mais ça va pas plus mal. Après, ça reste du coup un marché de niche de fait, mais j'ai l'impression que la disparition des rayons a atteint un peu ses limites. Parce qu'elle commence à toucher même le manga, en fait. Enfin, disons que la prise de pouvoir du manga connaît ses limites et que maintenant les gens ils vont se dire merde, mais en fait faire du tout rayonnage manga ça ne marche pas forcément aussi bien qu'on le pensait. Ouais. Donc exactement. Après, on n'a pas vu refleurir des rayons comics pour autant, hein. Mais ça va pas plus mal. Ça s'est stabilisé dans un truc qui est pas mal. Alors après, voilà, moi je suis toujours assez alarmé quand je vois les chiffres du Big Two, quoi, parce que je regarde quand même mes GFK et c'est toujours aussi faible en fait. Donc et tant qu'on n'a pas un gros Big Two, on n'a pas de locomotive. Donc moi je suis, tu vois, c'est comme en manga. Je suis pas le plus gros fan de Kagurabashi, mais si Kagurabashi peut un peu porter le marché du manga, on en a besoin aujourd'hui. Donc je suis pour que ça fonctionne. Cela dit, le Ultimate Universe a quand même vachement bien marché. Oui, Ultimate Universe, ça a pas mal marché. Ouais, et puis pour le coup, lui, il a eu un vrai buzz. J'ai vu des gens qui lisaient plus de comics se remettre aux comics dessus. Et parce qu'il y a une vraie envie de. Ouais. Mais en même temps, enfin bref, ce sera pour un autre podcast, mais quand tu vois la forme de Amazing Spider-Man en face, forcément que Ultimate Spider-Man à côté te donne envie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il y a ça qui est un peu ressorti. Et après, non, ce marché a pas vraiment changé par rapport à 2023 cette année. Les trucs qui marchaient bien en 2023 ont continué à bien marcher, c'est-à-dire les plus grands formats, les trucs un peu différents, un peu one-shot, tout ça. Et ouais, non, globalement, enfin, là, les First Print Awards, c'était l'occasion pour moi, qui effectivement suis pas vraiment très connecté tous les jours au marché comics, de voir tous les acteurs et tout, tu vois, et les acteurs m'ont l'air tous stables à leur façon, que ce soit Delcourt, Urban, Panini, Laurent chez Delirium, Comics Initiative, Bliss, nous, tu vois. J'ai l'impression que ce paysage, il y a pas eu de nouveaux acteurs en plus récemment. Le dernier, c'est 404 Comics, donc ça commence à faire un peu maintenant. Graphics, pardon. On dit plus Comics, ça, maintenant. Et, oui, c'est vrai, pardon. Faut plus, T'as Black River Comics aussi qui est apparu entre temps, quoi. Mais... Ouais, c'était un caméo pour le coup, mais, voilà, sinon, je trouve que le truc est relativement sain dans sa petitesse, mais c'est bien aussi, hein. Moi, j'ai pas forcément envie, enfin, je vois aussi les effets sur le manga et c'est quand ça, plus ça monte la vague et plus ça tangue vénère après. Et quand ça tangue fort. Donc, cette petite mer calme me va bien. Je trouve ça pas mal. Parce qu'en manga, tout le monde y trouve son compte. C'était plus agité quand même, si je fais un parallèle. En manga, ça fait 2 ans qu'on prend une vraie grosse chute du marché. Après, on est monté tellement haut pendant le Covid et jusqu'à 2022 qu'en fait, c'est normal. C'est plus proche de la correction de marché que de la chute. Mais la loi d'Arcos, qui est la loi qui fait qu'Amazon n'envoie plus les bouquins gratuitement, là, en fait, maintenant il faut avoir minimum 35 € d'achat de livres, a fait beaucoup de mal au monde du livre. On le sait, en fait, toute la part de marché qui a disparu sur le livre correspond à, en gros, à ce que la loi d'Arcos a coûté au marché, quoi. Tu vois. Donc en fait, c'est une loi qui a été, alors, dans la grande tradition française de la surloi, tu vois, de la loi qui est au départ est peut-être noble parce qu'effectivement il y avait dans l'intention Amazon, mais qui en fait fout tout le monde dans la merde, de vraie spécialité française, ça. Et ben on a bien sauté les 2 pieds joints dedans et ça a fait du mal. Après, ce qui est bien, c'est que pour le coup ça a pas fait trop de mal aux comics qui étaient pas trop concernés parce qu'en fait la part du web sur le comics était petite. Parce que j'allais dire que pour avoir 35 €, faut juste commander un bouquin. Ah oui, tu commandes une intégrale Tortue tome 5 et c'est bon. Donc t'as pas de problème de frais de port. Espèce de bâtard, mais c'était de bonne guerre, elle était pas mal. Non, voilà, mais c'est bien comme ça aussi. Enfin, tu vois, ça me semble sain, et si ça doit remonter, que ça remonte tranquillou,
porté par des titres type Au-dedans qui sont en train de faire des remontadas extraordinaires. Ouais, bah lui, lui, 7e print, c'est ça? Ouais. Et en fait, il fait pas des réimpressions assez importantes à chaque fois, j'ai l'impression. Il devrait, à un moment, il devrait y aller, Franco, quoi. J'imagine qu'avec le prix France Inter, bah tiens, on parlait de Fauve d'Or tout à l'heure. Attention, hein. Non, plutôt le fauve jeune, tu sais, le fauve débutant, là, je sais plus comment il s'appelle vraiment. Mais pour un jeune auteur qui a que 3 albums ou moins à son actif. Je sais pas. Le Fauve d'Or, non, ça me paraît beaucoup aussi le Fauve d'Or pour un bouquin, mais en même temps, il est sur une telle streak. Mais après, c'est vrai ouais, ça grimpe. Ça peut, hein, ça peut. Ouais, c'est pas mon Fauve d'Or préf, parce qu'effectivement, on parlait de Deux filles nues qui, pour moi, le mérite amplement. Mais ce serait pas déconnant non plus parce que Will c'est un artiste extraordinaire et que ce qu'il fait en dessin de presse c'est de la folie. Mais non, voilà, ce genre de beau succès où comme il y a eu, tu vois, Au-dedans c'est un petit peu le Night House de cette année, dans un registre qui a rien à voir évidemment, mais des titres en comics comme ça qui arrivent vraiment à sortir du lot et à faire des ventes de BD, quoi. Alors techniquement le Night House de cette année il s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres. Ouais, mais c'est différent pour moi. Je suis d'accord aussi, mais c'est pour le coup. Ferris, c'est de la BD indé, tu vois, cette classification comics, elle est quasiment aussi galvaudée que Run, en fait. Oui, c'est de la BD américaine, mais comme Claw, c'est de la BD américaine, comme Burns, comme Crumb, comme tu vois, comme Scott McCloud, comme tout ça. Non, et tous les gens et tous les gens qui le lisent chez Monsieur Toussaint ne se disent pas, j'achète. Clairement pas, clairement pas. T'as pas besoin d'acheter un comic book, quoi, tu vois. Pas dans le sens auquel nous on l'entend, quoi, en tant que gros nerd officiel, quoi. Mais oui, évidemment. Ce que j'aime, c'est les monstres, c'est colossal. Le tome 2, là, c'est de la folie, quoi. Et d'autant plus qu'ils revendent, ils font un coffret du tome 1 qui fait qu'en fait, le tome 1 est racheté séparément, puis en plus, ils vendent également le coffret avec les 2 tomes. Du coup, en fait, j'avais pas vu concrètement, les 3 lignes, en fait, sont dans le top 20. Oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est un des plus gros succès du marché de la BD en France. Et ça, c'est même dans les top livres et tout. Non, ils ont braqué la banque, tout ça, l'ouverture là-dessus. Mais en même temps, bouquin qu'ils méritent. Donc, Allez. Maintenant, de quoi Allez, je te prends par la main. Allez, viens Sullivan. On va regarder maintenant un petit peu ton planning 2025. On commence par les licences peut-être. Du côté de toute façon, ça t'en a toujours que 2 techniquement. C'est Rick and Morty et les Tortues Ninja, puisque The Witcher, je crois qu'on peut. Après, ils sortent. Arrêtez de nous poser la question, c'est mort et enterré. Ouais, non, mais juste pour dire qu'ils sortent même plus en VO en fait. Cette ligne de roman graphique s'est arrêtée en VO. Donc Dark Horse, quand même. Voilà. Non, ils ont arrêté. Ils ont décidé de. Ils ont même pas sorti le 2e, j'ai l'impression. Le 2e, c'est quand même le 2e, ouais. Dans un anonymat total, confondant, mais effectivement, non, il y a pas il y a 0 nouvelles, il y a rien. Ça sortira peut-être un jour. Honnêtement, j'en sais rien. On n'a pas plus de nouvelles que n'importe qui. Et en plus, l'agent de Dark Horse, qui était une bonne copine qui s'appelle Carrie Thorson, ne travaille plus là-bas. Donc, j'ai plus mon insider qui peut me donner des infos comme quand j'allais à la pêche avant. Et ouais, Dark Horse change beaucoup, hein. Dark Horse, là, ils sont en train de se depuis Embracer focus sur les toys. Oui, voilà, depuis le rachat d'Embracer, aussi ils ont, tu vois, le rachat les a bien changés, mais ouais, ils sont beaucoup plus sur la vente directe, sur les toys, sur, tu vois, là, leur truc c'est des Serif Berserk en ce moment et des figurines anniversaire de Hellboy. On est loin de Witcher tome 3. Je pense que c'est plus vraiment leur priorité. C'est pas leur priorité. Non. Et même en termes de BD, ils misent sur des comics de Rosta un petit peu, sur le mini-laverse forcément des choses qui marchent plus. Ce qui est, après, remarque, hein, j'ai envie de dire, ils ont annoncé The Witcher 4, je crois. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ils feront de nouveau. Oui, là, ils ont la licence CDP, donc ils refont des trucs avec CDP, c'est certain. Et surtout, Bartosz, qui est en fait le responsable de la création, autres, donc animé, BD, tout ça, enfin tous les produits dérivés entre guillemets chez CDP, est très proche de Dark Horse et lui-même le scénariste des comics et tout ça. Donc il y a un truc, c'est très familial en fait, CDP Dark Horse, quoi. Et beaucoup plus que ça en a l'air. D'accord. Et donc du côté de Rick and Morty par contre, alors on continuera l'intégrale avec 2 tomes de l'intégrale. Tu continues donc, tu viens de le dire juste avant, le Maudit Milkshake partie 2, donc qui est la suite du reboot, et aussi une intégrale alors pour les Rick and Morty Donjons et Dragons, c'est ça? Inch'Allah, parce que contrat pas simple. En fait, voilà, plus les années passent depuis le post-Covid, les contrats de licence c'est en train de vraiment devenir un enfer parce que les licences bougent d'un ayant droit à un autre très régulièrement. Mais a priori, je touche du bois. C'est bon, il le fait vraiment. C'est réglé. Avec Hasbro, notamment pour Donjons et Dragons. Ça va bel et bien pouvoir sortir cette année avec le Rick and Morty Donjons et Dragons 3, qui en fait est un 16 pages. C'est un tout petit truc de Jim Zub, qui est inédit.
et qui du coup sera un petit bonus en plus dans l'intégrale. Après, c'est tout à fait comment on dit, anecdotique, superficiel quoi, mais c'est rigolo. Hein. Et donc vous aurez Rick and Morty Donjons et Dragons 1 de Patrick Rothfuss et Jim Zub, et puis le 2 de Jim Zub aussi. Les deux on les avait sortis en relié, mais ils sont plus du tout dispo aujourd'hui. Ça a été des très belles ventes pour nous, et ce sera l'occasion de les retrouver, pareil avec la même DA X-Ray là, mais en version Rick Gandalf du coup sur la couve, et la couve est géniale et tout. Voilà, je suis content de cette collecte. Elle est toute belle et tout, et puis c'est l'occasion de sortir Rick and Morty et Donjons et Dragons, qui est un peu le Last Ronin de Rick and Morty, si tu veux. Enfin, Rick and Morty tome 1 a vendu presque 60 000 exemplaires. Ouais. Mais on se rappelle du hold-up. Voilà, mais Rick and Morty Donjons et Dragons est le plus quali et a très bien vendu. Et voilà, s'il y en a un à lire, c'est celui-là. Ensuite, du côté des Tortues Ninja, alors on continue l'intégrale. Ouais. Ça, là-dessus, il y a pas. C'est toujours 4 tomes par an. Ouais, là, on est à 4 tomes cette année, 6, 7, 8, 9, du coup, sur l'année 2025. Donc ça va faire beaucoup. On continue aussi Reborn alors. Ouais, un rythme sporadique, mais il y en aura 2 cette année. Très bien, donc le tome 4 qui arrive là au mois de mars, je crois qu'il est déjà sur votre site. C'est ça, le tome 4 là, il est bouclé là, ouais, il arrive. Donc intégral et Reborn, ça se poursuit. Par contre, alors tu disais The Last Ronin 2. Ouais. En fin d'année, si tout va bien, c'est juste que un peu compliqué au niveau de la sortie en VO et tout aussi, mais comme la première la première fois quoi. Il faut être patient un peu, mais bon, ça arrivera très vite derrière, et donc sûrement en fin d'année, et sinon au début 26 je pense, mais pas plus tard quoi. Et alors par contre, il y a eu un reboot cette année aux États-Unis de la licence. Il y a aussi eu Matteo Santolco qui est revenu sur une mini-série sur Karai, sur Karai, Untold History of the Foot Clan. Absolument. Ça, tu prévois, alors parce que le truc c'est qu'on se dit au rythme où vont les Reborn, si tu dois attendre la fin de Reborn pour non, mais entamer. Pas besoin d'attendre la fin de Reborn en vrai. Je suis pas d'accord avec cet argument. Je pense que c'est ma question, c'est est-ce que tu vas, du coup, j'imagine que la réponse est non, mais est-ce que tu vas attendre la fin de Reborn pour lancer le reboot en fait, le problème, parce que la corollaire, rappelle-toi, je fais toujours des questions à tiroir. C'est la corollaire, c'est si tu sors le reboot par exemple cette année, est-ce que ça va pas mettre un terme définitivement en fait à Reborn, parce que les gens vont se dire pourquoi continuer de suivre Reborn puisque je vais suivre c'est très différent. On s'adresse à 2 publics différents. Le reboot de Jason Aaron avec Cliff Chiang et ses copains, c'est pour l'instant assez inconséquent, à mon grand dam d'ailleurs. Mais en fait, c'est censé démarrer un nouvel univers, et honnêtement, je suis pour l'instant un peu hacké. Hein. Toi, t'es pas convaincu? Non. Non, pas du tout. Ça va être bien quand tu vas devoir dire mais si, c'est vachement bien le reboot. Non. C'est pas la qualité des, parce qu'en fait c'est des issues, un par tortue avec des artistes soirs et tout. L'exécution elle est bien. Ça me fait pas sauter au plafond, mais elle est bien. Par contre, le projet derrière, je le comprends pas. Tu vois, j'ai pas de vision, j'ai pas un truc qui me dit ah ouais ok là on va se rengager dans. Tu vois, comme à l'époque, Tom Valls, quand il arrive et qu'il commence son truc, au début, c'est un peu branlant, mais quand même, tu sais qu'il y a quelque chose derrière. Là, je ressens pas ça. J'ai l'impression d'avoir du très bon All-Star Tortue comme ça. Et je pense que c'est le rôle de Jason Aaron quand il arrive sur une licence pareille. Mais du coup, quel est le projet après? Ce qui est hyper important pour nous sur la manière qu'on va avoir de développer, parce que les classiques, c'est terminé, on a les intégrales à côté. Enfin, tu vois, c'est hyper important pour nous d'avoir une série phare Tortue forte, quoi. Et pour ça, il faut qu'IDW ait un projet précis. Mais IDW, ils sont comme tout le monde, ils voient qu'il y a une semaine, Diamond a déclaré la banqueroute, et que là, en fait, le marché des comics, c'est le chaos en ce moment. Donc, c'est hyper dur de construire pour eux. Ils ont une licence qui est forte, mais qui est pas non plus colossale. Ils ont Last Ronin, qui imprime beaucoup plus facilement des billets que relancer un univers from scratch. Et je pense qu'ils se posent beaucoup de questions eux aussi. Je le sais pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Bobby Curnow, qui était l'éditeur historique des Tortues, n'est plus à la tête des Tortues, donc. Il est devenu éditeur en chef directement de Exactement. IDW, quoi. Et du coup, c'est Greg quelque chose pour les Tortues maintenant. C'est ça, tout à fait. Mais sauf que bon, Bobby il a pareil plus le nez là-dedans, et il a fait ce qu'il avait à faire, et voilà, il a donné les moyens pour avoir Jason Aaron, des super auteurs, c'est déjà bien. Et derrière, il faut que ça transforme, quoi. Bon, ça sortira quand même chez nous, évidemment. Quand, je ne sais pas. Karai, par contre, sort cette année, ça c'est une certitude. Et en fait, le problème de Jason Aaron et sur les Tortues, c'est aussi que c'est très très en retard. Donc c'est un peu relou, quoi. Tu vois. Au début, l'idée c'était de le sortir le plus vite possible. Là, quand on a vu le retard et vraiment attendre 3-4 mois entre 2 issues, bon bah. C'est pour ça que, parce qu'au début, ça sortira quand ça sortira, quoi. C'était 4 artistes, en plus, relativement rares chacun, mais à partir du numéro 6, en fait, ils enchaînent. Maintenant, c'est Juan Ferreira qui, lui, a quand même plus l'habitude de tenir les délais, donc tu peux espérer que ça... Et qui est un peu mon questionnement sur quel est le projet. Faire 4 premiers numéros avec 4 guests
pour les voir partir tout de suite, j'ai du mal à... Parce que c'était très conceptuel, c'était un artiste, une tortue. Très conceptuel, je pense que tu vas un peu loin. Mais oui, non, d'accord. C'est un bon petit concept. Tu peux faire ça en mini-série à côté et puis pour lancer un truc un peu plus large derrière. Là, ça s'enchaîne parce que ça doit s'enchaîner. Et ouais, pour l'instant, je suis pas convaincu et ça m'emmerde parce que j'adore Jason Aaron en plus. Enfin, c'est un scénariste vraiment que j'aime énormément. Enfin, chez Marvel, il a des runs légendaires pour moi. J'aime beaucoup des choses qu'il a pu faire en indé à côté et tout. Tu vois, j'ai relu The Goddamn. Moi qui relis pas beaucoup, j'ai relu The Goddamn il y a pas longtemps. Et ouais, vraiment, c'est un mec que je trouve très pertinent et très intelligent. Et je vois des qualités aussi dans ce qu'il fait. Attention, hein, c'est loin d'être nul. Hein. Mais voilà, la question du projet plus global, elle est pas du tout résolue à mes yeux, quoi. Bah, j'espère qu'elle sera résolue au moment où faudra le publier. Parce que sinon, ça va être compliqué d'en parler. Non, mais attends, j'ai pas toujours publié que des titres que je trouvais incroyables. Hein. The Last Ronin, je me suis jamais caché du fait que c'était pas un chef-d'œuvre à mes yeux. Ça empêche pas que ça cartonne et tu vois, c'est très bien comme ça. Je suis pas obligé d'être absolument convaincu. Je suis aussi au service de la licence. Hein. Je suis pas en train de décider ce qui est bien ou pas bien dans la licence, mais par contre, j'ai le droit d'avoir mes goûts. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais aussi parce que j'ai l'impression que Tom Valls, il a fait un truc tellement définitif. Oui, c'est compliqué que c'est même tout Jason Aaron que tu es, parce que personne n'a de doute sur le fait que Jason Aaron est un scénariste plus bankable que Tom Valls. Le mec, il a mis la barre très très haut juste avant toi. Donc il y a aussi ça qui joue vachement. Et donc Caraï, tu le sortiras aussi. Alors ça, c'est sûr que ça sort cette année. Ouais. Ah, c'est la famille. Hein. C'est Mathéus, il vient faire son dernier, tu vois, 3e et dernière partie de sa trilogie. Il est content, ça lui permet de refaire un peu de Tortue et tout ça, de manière indirecte, de s'éclater avec son univers et tout. Donc ouais, et puis les couves sont magnifiques. Enfin voilà, là pour le coup, je suis assez convaincu de et puis j'adore le fait de s'arrêter sur le perso de Caraï et tout. Je trouve ça top, tu vois. Là aussi, un peu comme ce que fait Sophie sur le reste de l'univers, je trouve ça cool que ces personnages qu'on voit grandir, tu vois, se développent vraiment et le droit à des traitements de qualité et de l'artiste phare de la série, tout simplement. Mathéus, et pas seulement en tant que dessinateur, aussi en tant que scénariste. Donc, ouais, ça sort cette année et trop content de le sortir. Et tu referas un petit effet métallisé comme le Shredder Inel ou rien de prévu pour l'instant sur Caraï, mais compliqué, encore une fois. C'est toujours les mêmes problématiques. On va pas y revenir, passer tout le podcast là-dessus, mais oui, voilà. Le problème, c'est la rentabilité, quoi. Caraï, tu pitches Caraï aux commerciaux, ils savent pas qui c'est Caraï. Non, mais tu dis, vois, c'est le retour faut avoir lu les Tortues pour savoir qui est Caraï, quoi. Oui, mais après, vu que c'est la destinée... C'est pas le cas de milliards de gens non plus. Tu dis, c'est la destinée secrète du clan Food, donc c'est la réponse à l'histoire secrète, c'est la même équipe créative. Oui, non, bien sûr. Non, mais évidemment que ton argument commercial là-dessus, puis, c'est j'imagine, je sais pas, tu dis, tu vas faire un print, tu vas réinviter Mathéus peut-être en tournée. Bah attends, ça coûte cher d'inviter Mathéus. Écoute, gagne au loto, je sais pas, débrouille-toi. Ah bah putain, ça résoudrait beaucoup de mes problèmes. Hein. Je peux te dire que là, il y aurait pas des intégrales à 35 balles. Hein. Donc ça, c'est du côté des licences. Et après, alors pour les indés, alors on a déjà Post Americana dossier. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on prend une time machine et en fait, salut Sullivan. Alors 2021, pouf, c'est dur le Covid quand même. Alors c'est quoi ton programme 2022? Et là, tu peux me dire, bah c'est Post Americana, ouais. C'est Bermuda. Ouais. Et c'est The New World, ouais. Du coup. Non, alors, The New World, c'est une vraie nouveauté. Pardon. World, c'est une vraie nouveauté. Mais c'est vrai que Post Americana et Bermuda, tu me les avais annoncés il y a quelques temps et au final, ils arrivent plus tard, quoi. Bah ouais. C'est un peu l'histoire de la vie. C'est le fait d'avoir acheté d'autres trucs entre temps. C'est le fait d'avoir eu cette année sur iGraphics où on a eu 3 bouquins qui étaient d'une telle évidence pour lancer un label que voilà. Et parce que ceux-là, tu les feras tous en iGraphics. Tous ceux-là sont en iGraphics, ouais, toujours. Ouais. Okay. Et en fait, ce qui est hyper chouette, c'est que Post Americana, elle arrive au meilleur moment. Littéralement, Donald Trump a été investi il y a quelques heures au moment où on tourne ce podcast pour son 2e mandat de président des États-Unis d'Amérique, du Groenland et du Canada. Et que nous, on sort le pamphlet anti-Trump qui date de sa première élection, donc 2016, si je dis pas de conneries. Ouais. Au meilleur moment, il a vieilli comme un bon vin, Postam, en fait, parce que le monde est 10 fois plus absurde qu'en 2016. Et moi, je trouve ça génial. Et pareil pour The New World. Mais qui sont un peu les deux pièces, enfin les deux réponses en fait. Ah bah c'est des bouquins qui sont très politiques, ouais, et qui ont été faits vis-à-vis de la première présidence Trump et qui aujourd'hui sont d'autant plus forts. Donc en fait, je sais pas, je me dis des fois la vie elle est bien faite, des fois la patience a ses vertus et c'est très bien que ça sorte comme ça, quoi. Tu vois, franchement je suis beaucoup plus content de le sortir aujourd'hui que de l'avoir sorti à l'époque.
Alors que pendant longtemps, je me suis dit, ah putain, c'est vrai, Postam, il va être un peu daté, du coup, tu vois, machin. Dieu merci. Surtout qu'à l'époque, tu pouvais profiter du fait que les gens se souvenaient de Maestros pour dire, bah, regardez, c'est le nouveau titre du gars de Maestros. Ouais. Mais là, oui, t'as 7 ans qui sont... Maestros, ça commence à faire, ouais. C'était quand même il y a quelques années. Non, mais ouais, j'en suis conscient et désolé pour le temps que ça a pris et tout ça. J'attendais juste que Trump soit réélu, voilà. Non, mais bien sûr. C'est le mec qui si Kamala Harris était passé, il aurait fait, bon, on annule tout. Tu sais que justement, c'est comme ça que je l'ai présenté aux commerciaux. J'ai dit, bordel, j'espère que Donald Trump sera réélu parce que sinon... ça n'aura aucun sens. Il va être un peu flappy le bouquin là. Mais non, mais trop content parce que voilà, c'est évidemment un pamphlet, c'est même un brûlot, tu vois. Steve Skroce, il respecte rien ni personne. C'est hyper drôle, c'est tout ce que j'aime dans le comic, c'est irrévérencieux, c'est con, c'est un peu méchant et tout. Et ouais, il tombe bien et c'est top, la DA elle est marrante, enfin tu vois, on s'est éclaté dessus à tous les niveaux et ça me ramène aussi à une forme d'insouciance que j'avais au début d'iComics, que j'ai sûrement perdu entre-temps. Et justement, cette petite capsule temporelle, elle fait du bien aussi pour ça, quoi. Et je me revois l'acheter à l'époque, tu vois, tout content. À l'époque où acheter un indé, c'était un grand événement et tout. Évidemment, aujourd'hui, bah, je suis à un autre stade de ma carrière où acheter des bouquins, j'en ai acheté un paquet quand même maintenant. Donc, si on rajoute les mangas. Et en même temps, ouais, je suis vraiment très content de le publier. Je pense que ça, tu sais, c'est comme Shirtless Bear Fighter. Moi, je rêve de faire le 2 oui, c'est vrai, oui. Et ça fait marrer les couillons comme moi et c'est très bien comme ça, quoi, tu vois. Les couillons et les couillonnes, d'ailleurs. Et c'est très bien comme ça. Je m'attends pas à tu vois, à briser la stratosphère du GFK avec, mais je m'en fiche. C'est pas le but, de toute façon, donc trop bien. Donc, The New World arrivera après. The New World arrive fin avril. Donc, de Alex Scott et Tradd Moore. Exactement. Bouquin, bah, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, on podcast. Je suis même moi tellement pourri que et ouais, trop content de le publier parce que pareil, lui aussi il a très très bien vieilli et il est meilleur aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de sa sortie et puis Tradd Moore est hautement plus identifié depuis Panini. Oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà, c'est le bon moment. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui ont des trous de mémoire, c'est Silver Surfer Black et puis c'est Doctor Strange Fall Sunrise. C'est ça. Donc 2 très 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 belles bandes dessinées. C'est ça. Et The New World est mon titre préféré de l'année 2025. Ok. Ouais. C'est celui-là et tout confondu. Mangetsu et comics confondu. J'adore ce bouquin. Je sais pas pourquoi je suis tombé amoureux de ce bouquin. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je l'ai relu ce matin, j'ai l'impression de le redécouvrir comme un premier jour. Il est beau, il est frais, il est malin. Je pense que c'est le meilleur truc qu'Alex Scott a écrit. C'est même drôle, hein, plutôt. C'est drôle, parce que c'est cynique, quoi. Les dials sont cool. Pourtant, Dieu sait que ces trucs de Nouvelle-Californie et tout, je commence à en avoir plein le dos. Mais je sais pas, je trouve que ça marche trop bien. Tradd Moore est juste trop fort. Et ouais, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content parce que là, c'est pareil. Ça me renvoie à une époque où ça a été très dur à l'époque quand on m'a dit non, que je pouvais pas le signer. Genre vraiment, je l'ai très mal vécu. Ça peut paraître dérisoire comme ça, mais moi, ça m'a scié les jambes parce que je crois la première fois que j'ai pris un vrai refus comme ça sur un truc qui me semblait être évident, quoi. Tu vois, je l'ai proposé en disant, mais attends, mais le truc, il a 10 ans d'avance, quand même, faut le faire, non? Et qu'on m'a dit non. Et du coup, pas du tout revanchard parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais ouais, soulagé que ça sorte enfin et que les gens puissent le lire et tout. Alors je sais pas à quel prix il va être sorti. Moi, je voulais te demander si t'allais faire pour en profiter justement vu que c'est Tradd Moore pour faire peut-être un bouquin plus grand et même aussi grand que l'édition de Dawn Runner, tu vois. J'aimerais faire un bouquin plus grand, effectivement. La question est posée. Là pour le coup ça le mérite vraiment. Autant pour Post-Américain, bah de toute façon Post-Américain il est déjà sorti donc enfin. Non, Post-Américain il a beaucoup plus un profil très comics, tu vois. Ouais. Non, le Tradd Moore effectivement demande d'être agrandi avec la bonne homothétie, la bonne largeur, la bonne hauteur. C'est-à-dire pas de problème de crop de page en plus, ce sera mieux. Et ouais, j'aimerais beaucoup le faire comme ça et puis avec une DA très Tom Muller, tu vois, dans l'esprit et tout. Avec elle est en train de bosser la DA en ce moment-là, donc on va voir un peu vers quoi ça tend. Mais bah, c'est littéralement les sujets de la prochaine semaine là, c'est peaufiner The New World, trouver le bon prix. J'aimerais vraiment qu'on puisse le sortir à 24,90 grand maximum, tu vois. Pour moi 19,90 serait un prix idéal, mais je suis pas dupe. Et voilà, après, encore une fois, le plus important, c'est qu'il sorte et j'espère que les gens vont kiffer parce que je sais que c'est un bouquin qui, aux US aussi, est passé un peu sous les radars alors qu'il a tout pour plaire. En plus, c'est un one-shot, c'est pas de prise de tête, il y a une vraie fin. Enfin, voilà. Donc, j'espère, je croise les doigts et j'espère que ça va marcher, quoi. Donc, il y a aussi Bermuda qui arrivera plus tard. Ouais. Ça aussi, un titre en fait, qui est une fausse nouveauté quelque part. C'est juste que t'as trouvé un moment de libre sur ton planning pour pouvoir le placer, en fait. Ouais, c'est un peu un hasard d'ailleurs que cette année soit une année de vieux pots comme ça, tu vois.
Moi, j'étais fasciné à l'idée de bosser avec Nick Bradshaw, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. John Layman au scénario, c'est Tony Chu, tout ça, voilà, très bon scénariste. Variation du trope de la Jungle Girl en mode This Time She Fights Back, et que je trouve trop cool, quoi. Et ouais, c'est beau, c'est frais. Il y a un côté, il y a un vrai souffle épique, il y a un côté un peu merveilleux derrière aussi, quelque chose qui est assez rare, je trouve, dans les comics et qui mérite d'être souligné. Et c'est marrant parce que j'avais la journée de libraire aujourd'hui là. Donc on présente le programme de l'année à des libraires de toute la France, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé de Bermuda, quoi, qui l'ont lu et qui m'ont dit putain mais génial, Bermuda, trop bien, on a trop hâte que ça sorte. Tu sais, c'est ce genre de bouquin où tu t'expliques pas pourquoi, mais il y a une mini hype. Mais alors, on parle de quelques personnes, mais ça souvent ça dit quelque chose quand même. Puis ça peut changer la donne d'avoir des libraires investis qui vont aller conseiller le bouquin. Ouais. Bah, ça fait toute la différence. En comics, ça fait toute la différence. Et je sais pas, ouais, j'ai l'impression que ce bouquin il va vers un destin plutôt cool et que ça va être notre bonne surprise entre guillemets au moment de faire ce bilan l'année prochaine, quoi, tu vois. De se dire ah bah tiens, Bermuda ça a bien marché, c'est chouette, bon, The New World tant pis, on aurait aimé que ça marche mieux, et puis Post-Am quand même on s'est bien marré, et voilà, mais bon c'est très bien comme ça. Et puis moi, tu sais, tant que j'ai mes 3 petits indés par an, je suis pas malheureux en fait. Mais justement, c'était ma question pour terminer la partie indé, c'est est-ce qu'il y en aura vraiment que 3 ou tu nous en fais un 4e comme l'an dernier? C'est pas interdit, non, il y a un 4e que j'aimerais faire, mais il y a un problème de licence. Donc pareil, encore une fois, c'est une licence de série télé là en l'occurrence. Et j'ai envie de le faire pour plein de raisons, parce qu'une autrice que j'aime beaucoup, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, a participé à cette licence. Et pour l'instant, c'est un peu keblo et c'est tant pis, et voilà. Mais oui, si ça se débloque, il sortira en fin d'année, ouais. D'accord, ouais. Très bien. J'aimerais beaucoup qu'il sorte, parce que j'aime beaucoup ce bouquin. Et puis pareil, c'est un check dans la bucket list, parce que c'est une licence qui est forte, qui t'est cher. Qui m'est cher en plus. C'est une esthétique que j'aime beaucoup, effectivement. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, on a fait le tour, je crois, parce que comme d'hab, chaque année, tu plies pas non plus 30, 40, non, c'est sûr. 40 bouquins. Mais j'aurais une question pour ouvrir un petit peu ce podcast. C'est, tu te vois où dans 3 mois? Tu veux revenir là, c'est ça? Bah, c'est ça. Voilà, vous le savez, parfois on prépare un peu les podcasts, et donc il y a une chose que Sullivan souhaite profiter de sa présence dans le podcast pour faire. Ouais, non, mais c'est surtout parce que ça date d'aujourd'hui, mais effectivement, aujourd'hui j'ai remis ma lettre de démission chez Brajlon, qui est un sujet, tu le sais Arnaud, qui est dans l'air depuis plusieurs mois maintenant, voire plus que ça. Mais sûrement peut-être un an. Ouais, un peu plus d'un an, mais voilà, ça a été concret, il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu beaucoup de choses et tout. Et donc, aujourd'hui même, j'ai remis ma lettre de démission chez Brajlon, et donc je serai potentiellement... Donc, vous ne me verrez plus ni faire ces podcasts avec Arnaud sur iComics, puisque à partir du 1er février 2025, je ne représenterai plus iComics. Il y aura plus de vidéos YouTube. Il y en a peut-être une dernière que je tourne demain midi avec Jean-Victor, parce qu'il est dispo pour vous annoncer la même chose, mais en vidéo cette fois. Ça veut pas dire que je donnerai pas des coups de main sporadiquement à iComics, mais ça s'arrêtera là. Et je remets les clés du camion à ma chère équipe d'éditeurs sur place et d'éditeurs externes, qui vont gérer ça comme des chefs, j'en suis certain. Et qui vont vous préparer ce bon petit programme édito que je vous ai concocté là, et voilà. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait le tour. Il y a eu pour savoir un peu pourquoi tu t'en vas, donc ça fait un moment de Brajlon, et donc tu quittes la direction des labels BD de Brajlon, donc oui, c'est pas juste sur iComics, c'est Mangetsu aussi, iComics, enfin c'est Brajlon quoi, et Hachette. Ça fait un moment que c'est dans l'air. J'ai vu mon métier changer aussi, parce que ma position a changé. Aujourd'hui, je m'y retrouve plus tout à fait, pour plein de choses qu'on a évoquées aujourd'hui, mais pas seulement. C'est vrai que le ton de ce podcast était, je m'en excuse un peu morose, de ton côté. Non, j'espère pas trop quand même. Non, mais c'est bien de se parler aussi en toute franchise. J'ai d'autres envies qui me travaillent depuis un moment maintenant. J'ai trouvé le bon endroit pour transformer ces envies, et j'espère démarrer un projet from scratch comme j'aime faire, repartir d'un post-it et puis arriver à se créer plein de problèmes derrière, et ça me manque, mine de rien. La création de Mangetsu, c'était il y a bientôt 5 ans, donc voilà, c'est la fin d'une aventure qui a démarré en 2017. Je suis arrivé le 1er mai 2017 chez Brajlon,
Et iComics a été lancé en 2018, donc ça nous rajeunit pas, 8 ans. J'ai eu le temps de faire un enfant, tout ça, de rencontrer la femme de ma vie, etc. Enfin, je l'avais rencontré avant d'ailleurs. Mais voilà, ça me paraît être logique. Il y a aucune amertume. Ça a été longuement réfléchi et débattu. Encore une fois, je serai jamais bien loin et je donnerai toujours des coups de main. Et je souhaite que le putain de meilleur à mon équipe que j'aime d'amour et avec qui j'ai eu la chance de travailler toutes ces années, celles qui sont passées et ceux qui sont encore là aujourd'hui. Brajon, c'est une boîte qui a beaucoup changé. Je sais pas si les gens sont au courant, mais en fait, depuis 4-5 mois, les bureaux sont désormais dans les bureaux d'Hachette. Avant, du coup, on n'est plus, vous êtes plus rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement, à côté du Grand Rex et tout ça. Ce qui a marqué, pour les anciens, je suis pas le premier des anciens à partir, depuis 2 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération depuis le déménagement. Et je sens que les labels sont entre de bonnes mains aussi, parce que moi, j'ai préparé là, 2025 et une partie de 2026. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait. Évidemment que je me dis tiens, ça et ça et ça, j'aurais pu faire mieux. Et en même temps, j'ai appris le métier avec iComics. Je suis arrivé moi. Oui, c'est vrai. On m'a dit tiens, deviens Dircol. Je ne savais rien du tout du métier, mais GFK, je savais pas ce que c'était. Non, tu te barrais de Comics Blog à l'époque. Ouais. Hein. Et je suis arrivé en burn, et donc ça a été aussi un processus où je me suis soigné. Et puis j'ai reflirté avec le burn. Et puis et avec toute l'anxiété que ça peut provoquer derrière et tout ça. Donc voilà, il y a un moment où j'ai voulu dire stop. Honnêtement, Hachette a été ultra cool avec moi sur cette question-là. Dans les négociations, c'est un grand mot, mais voilà, a compris mon envie de partir aussi, et voilà, on a discuté de plein de choses, et c'est enrichissant. J'ai aussi appris plein de trucs depuis qu'on a été racheté par Hachette, sur, enfin, tu vois, c'est une formation accélérée sur la réalité du marché du livre aussi. Donc c'est pour ça que je pense que si je me réécoute, il y a 4 ans, je parlais beaucoup moins de chiffres qu'aujourd'hui et tout ça, parce qu'en fait, c'est mon poste qui a voulu ça, mais aussi le fait d'appartenir à un groupe qui est centré là-dessus. Et ouais, je suis quand même hyper content de ce qu'on a mené à bien. Avec Graphique, c'était charmé. Tu vois, là, en faisant le bilan 24, je me dis, on a quand même fait des trucs charmés encore l'année dernière. Donc oui, il y a des loupés. Et je vais essayer de m'en servir pour ma prochaine aventure pour pas refaire les mêmes erreurs. J'en ferai d'autres, sûrement. C'est évident même. Mais ouais, et puis j'ai confiance dans mon équipe là. Cette année, ça a été un peu dur, il y a eu beaucoup de remous, on savait pas trop qui faisait quoi, quand, machin et tout. Là, a priori, c'est stabilisé pour l'année à venir, donc je trouve ça chouette. Ça permet aussi à tout le monde de savoir un peu ce qu'il a à faire et de se projeter plus en avant, quoi. Et moi, je vais me reposer un peu déjà, parce que j'en ai bien besoin là. J'ai beaucoup tiré sur 2024 et j'ai pas pris de vacances encore cette année. Il faut vraiment que je me stoppe, parce que là, je sens que j'ai beaucoup tiré ces derniers temps. Mais à la fois, je vais pas me plaindre. Je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai de faire ce métier, et d'avoir des gens qui me font confiance pour faire ce métier qui est quand même assez luxueux, à savoir choisir des bouquins et les faire publier. C'est quand même pas mal sur le papier, quoi. Évidemment, c'est un peu moins glamour dans certains aspects, mais voilà, demain matin, 8h30, matinée de réunion, compte d'exploitation, tu vois. Donc ça, c'est un peu moins glamour. Et c'est pas ma spécialité, mais en même temps, je vais m'en servir aussi pour apprendre. Et voilà, je pars vraiment sans amertume. On n'est pas fâchés. Ça aurait pu beaucoup plus mal se finir. Je ne pars pas à cause de la vidéo Tortue Ninja. Enfin, toi, tu le sais, Arnaud, parce que on se voit aussi dans le privé de temps en temps, mais ça date d'avant ça. Mais c'est vrai que forcément, dans ce contexte-là, ça a pu jouer, oui. Ça a complètement accéléré les choses, et parfois ça a pu envenimer les choses aussi. Ce qui est jamais bon. D'ailleurs, ça aussi, je l'ai appris. Parce que tu peux faire des conneries, mais t'es redevable, tu vois, tu peux pas être redevable de tout le temps, et voilà. Et ouais, j'ai hâte de me reposer déjà d'abord, et puis surtout, évidemment, de me mettre au travail sur la suite, parce que imaginez bien que je pars pas sans idée précise de la suite, et la suite va être charmée. Donc, et on va retrouver des choses. Donc, voilà, iComics aura complètement servi, et je souhaite longue vie à iComics. J'espère qu'à l'instar de Comics Blog, dans 10 ans, on pourra encore se dire, putain, ça existe encore, c'est un truc de ouf. Et ce serait le plus beau des cadeaux, parce que, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir créer plusieurs choses différentes dans ce petit monde de la pop culture française, de la BD pop culture française, là. Et c'est charmé, en plus de voir les gens grandir dessus. Tu vois, là, j'ai le premier bébé de mon équipe qui est né vendredi dernier. Ça m'a ému, quoi, tu vois. De voir les gens de mon équipe qui aussi ont des enfants et tout ça, ça change beaucoup de choses, et des priorités, et des organisations et tout. Et c'est mortel. Le problème, c'est qu'on se voit vieillir en même temps, mais écoute, c'est le jeu
c'est le jeu de ce truc-là. Je suis arrivé dans la vingtaine, je quitte Brage en étant presque un yeuve, quoi. Mais c'est comme ça, et un merci infini à Brage de m'avoir fait confiance à l'époque. Je sais toujours pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoute, je pense pas qu'ils soient trop déçus aujourd'hui. Ça a plutôt payé, j'ai l'impression quand même. Non, c'est cool, c'est une belle aventure, et c'est, voilà, moi, mon chapitre, il se referme, mais le bouquin iComics, il continue, et il va y avoir des belles choses, et j'espère que j'achèterai mes intégrales Tortue un peu moins cher à l'avenir, c'est tout, quoi. Mais c'est toi qui va mettre des commentaires sur les vidéos. Ouais, exactement. Prochain. Alors d'ailleurs, en se vengeant, c'est marrant. Il y a ce mec qui s'appelle Sul1RO et là qui spamme les vidéos depuis des mois. Mon compte, tu sais ce que c'est, mon compte qui YouTube, nous traite d'enculés. C'est Sullivan Comics Blog. Oui, et à chaque fois que je poste, je dis merde. En plus, ils vont savoir que c'est moi qui ai créé Comics Blog il y a 15 ans. Mais non, pour parler sérieusement de ce sujet, je ne sais pas du tout qui reprend la communication. Je ne sais pas qui va me remplacer, si je suis remplacé ou quoi que ce soit. Voilà, vos questions sont à adresser à iComics, mais de toute façon, encore une fois, c'était pas moi qui m'en occupais, donc ça changera pas beaucoup par rapport à demain. Si vous avez des questions liées à ça sur les réseaux et que je peux vous y répondre, j'y répondrai. Mais bon, voilà, je pense que la situation, elle est claire. À partir du 1er février, je suis plus salarié à iComics, mais je serai le premier supporter de iComics, comme je suis le premier supporter de Comics Blog et des projets que j'ai eu la chance de créer, quoi. Donc, bah voilà. Très bien. Bah écoute, on te souhaite une bonne continuation dans ta prochaine aventure, et s'il s'avère qu'elle est liée de près ou de loin à quelque chose sur lequel j'arrive à te tendre mon micro. Je pense que le Kiku ne sera jamais bien long. Voilà, c'est ça. J'aurai plaisir à t'accompagner dans ta prochaine. C'est ma malédiction à moi. Écoutez, il y a un mec qui m'insulte une fois par an comme ça, qui me fait des procès au nom d'internet, et ça va durer jusqu'à ma retraite, qui était encore dans 40 ans. Fallait pas m'inviter au Starbucks il y a 7 ans. Tout simplement. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais en tout cas, ben non, comme pour tout le reste d'ailleurs. Ouais. Non, mais blague à part, je pense que mes micros te seront toujours ouverts dans tous les cas. Et puisque, bah voilà, effectivement, Comics Blog, iComics Mangetsu, donc, quelle est la prochaine étape, on verra bien. Mais en attendant, bah, c'est la fin de ce podcast sur First Print, en tous les cas. A priori, bah, c'est le dernier bilan iComics que l'on fait avec Sullivan Rowe. Peut-être pas le dernier, en l'occurrence. Il y aura bien quelqu'un qui viendra répondre à je l'espère, sinon je vais devoir parler avec qui, ça va être compliqué. Et si vous avez apprécié cette émission, comme toutes les émissions que l'on fait en ce moment sur toute l'édition de bande dessinée, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de votre soutien pour être connu, alors pas pour remplir des stades de France, mais simplement pour que notre travail soit mis en avant et soit valué, on va dire, dans le milieu de la bande dessinée. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment si vous êtes des professionnels, parlez-en à vos libraires, à vos collègues libraires, à vos collègues représ, à vos collègues des maisons d'édition, et vous pouvez les partager autour de vous aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des sous après avoir claqué votre PEL pour acheter une motte de beurre, eh bien vous pouvez nous soutenir aussi sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Sullivan, je te dis à bientôt. Merci. Salut. Arnaud, à bientôt. Ciao tout le monde.